Yo, c'est Lex. Ce que vous allez voir ou entendre si vous écoutez cet épisode en podcast, c'est une discussion qui date de presque un an avec la mangaka suisse Yamishin que j'avais reçue après un épisode de Soft Power pour qu'elle vienne nous parler de son travail de création, de son manga Green Mechanic, mais surtout de ses conditions de travail, de son rapport à la pression éditoriale, de son statut aussi dans le monde de la bande dessinée. Une discussion que j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter pour le montage et que je vous partage aujourd'hui. Si cette discussion vous a plu, pouce bleu, commentaire, et si vous écoutez l'émission en podcast, une petite étoile pour le référencement. Prenez soin de vous, regroupez-vous et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Soft Power. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 28 juillet 2023, il est midi en France et 19h au Japon et il est également l'heure d'un nouveau Soft Power Rencontre. Soft Power Rencontre, vous le savez, ce format normalement une semaine sur deux qui se retrouverait être soit toutes les semaines, soit toutes les 3 semaines grâce à ma brillante organisation. Un format discussion après Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi, puisqu'on se retrouve pendant 1 à 2 heures pour une rencontre sous forme d'entretien, d'échange avec des travailleurs et des travailleuses culturelles au sens large, des personnes qui gravitent autour de la pop culture et qui viennent ici nous en partager une vision différente. Après avoir reçu Benjamin Patino de la chaîne YouTube et du collectif Bolchegeek pour parler du vilain dans la pop culture, après avoir également reçu Marvin et Vincent de Tokulture pour nous parler de Tokusatsu ou quand Godzilla rencontre Ultraman et Kamen Rider, cette semaine je reçois l'autrice de bande dessinée, la mangaka Yamishin, qui vient nous parler manga francophone. Ces fameux mangas pensés, dessinés, mis en scène et mis en page par des francophones. Vous en connaissez sans doute un certain nombre, Dreamland, Radiant, pour les plus connus, mais aussi Reaper, For Life, City Hall, et bien sûr Green Mechanic, le manga de Yamishin que je reçois aujourd'hui. Le manga francophone, un sujet que je voulais découvrir et partager avec vous depuis longtemps, un sujet au carrefour de beaucoup de doutes dans le monde de la bande dessinée. Est-il possible de faire du manga en France? Est-ce que ça a seulement du sens d'en faire à l'heure d'un soft power culturel japonais extrêmement puissant? J'ai beaucoup de questions à poser. Et quoi de mieux pour en parler que quelqu'un dont c'est littéralement le cœur de métier, au sens en plus le plus noble du terme. Feuilletez vos magazines de prépublication, rangez vos marque-pages, préparez-vous à parcourir l'émission de gauche à droite, mais les pages de droite à gauche, et entrons ensemble, les gens, dans le manga francophone, un ensemble d'œuvres au carrefour de différents soft power. La fièvre du manga Made in France n'en finit plus de faire le bonheur des libraires, mais inutile de fanfaronner selon Renaud Lemaire. On appelle ça une French touch, mais moi je suis pas d'accord parce que pour connaître pas mal d'auteurs, on a tous une sensibilité, une volonté de raconter une chose différente. Donc si on devait donner un nom à cette vague, je dirais la No Japan Touch, tu vois. On n'a pas cette revendication d'être français et de vouloir à tout prix mettre notre récit en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais on ne fait pas comme les Japonais. Bonjour Yamishin, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Écoute, moi ça va très bien. J'essaye de survivre au fait d'enchaîner les 2 émissions, mais ça va. Alors, petite précision avant qu'on débute la discussion comme d'habitude, je le dis à chaque invité, tu fais ici comme chez toi. Si quelque chose t'interpelle dans le chat, n'hésite pas à y répondre ou à mettre la question de côté. Sachant que de mon côté, dans la mesure du possible, je vais en sélectionner tout au long de la discussion pour qu'on puisse les reprendre à un moment donné, possiblement en fin d'émission, à un moment dédié, si on a encore le temps et si évidemment question il y a. Et je vous précise aussi d'emblée les gens, comme vous l'aurez remarqué, pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct ou en VOD, que Yamishin interviendra donc sous son avatar de VTubing pour l'intégralité de la discussion, donc soyez pas surpris. Yamishin, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots? Je suis Yamishin, je suis mangaka professionnelle depuis 2015 et donc à côté je fais du VTubing parce que je n'aime pas streamer avec mon visage. Voilà, ça c'est dans les très grandes lignes. Nickel. Les gens, on va partir pour discuter ensemble 1 à 2 heures et je vous propose, comme d'habitude, qu'on commence par une vidéo. Attendez, hop. De plus en plus avec des auteurs. Vous travaillez de plus en plus avec des auteurs français ou Oui, on travaille de plus en plus avec des auteurs français, c'est-à-dire que donc le manga est arrivé en France il y a une 30aine d'années et les auteurs de manga de création ont eu le temps justement d'affiner leur style, de développer leurs compétences, ce qui fait que maintenant nous avons des auteurs de manga de création qui peuvent, on va dire, faire jeu égal avec des auteurs japonais. Et donc, à partir du moment où on nous propose des histoires qui nous intéressent avec un traitement qui est un traitement qualitatif équivalent à ce qui se produit au Japon, à ce qui se publie au Japon,
on aurait tort on va dire de leur fermer la porte, puisque ce qui est important, ce que cherche le lecteur lorsqu'il achète un ouvrage, c'est d'avoir une bonne histoire, tout simplement. Dites-moi. Dis-moi, pour commencer peut-être tranquillement à parler d'un petit peu tout ça, je te propose qu'on mette directement les pieds dans le plat et qu'on essaye d'abord de s'attaquer au cadre avant de s'intéresser à l'application concrète. Qu'est-ce que c'est que ce pastis du manga francophone? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah après, pour moi, pour moi, c'est du manga tout court, en fait. Il y en a qui font la distinction vraiment manga français et manga japonais, mais pour ma part, en fait, pour moi, ça reste du manga. Donc, après, je pourrais développer justement plus tard, tu vois. Moi, j'aime pas faire la distinction entre les deux, en fait. Alors ça me semble intéressant que tu dis ça parce que ce qui m'a toujours semblé un petit peu curieux personnellement dans la dénomination de manga francophone, de manfra, hein, comme on dit depuis les forums 4K. J'ai eu très mal, j'ai entendu un mot qui m'a transpercé les oreilles, excuse-moi. J'imagine. Mais tu vas me dire si je me trompe, c'est que dans mon esprit, le manga, c'est avant tout des conditions de production, un certain type de conditions de production. C'est le fruit d'une collaboration étroite avec un éditeur qui va souvent avoir un important rôle éditorial. C'est la quadrature du cercle infernal à gérer, tu sais, avec la nécessité d'un niveau de qualité élevé à maintenir, avec un rythme de publication important. C'est un certain découpage aussi qui correspond beaucoup aux magazines de prépublication. Et moi, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de ça avec le manga francophone. Sur les conditions de production, qu'est-ce que toi t'en penses justement? C'est compliqué parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Tu vois, genre culturellement, on n'a pas la même façon de travailler que les Japonais et financièrement, on n'a pas la même façon de travailler que les Japonais. Ah oui. Donc, oui, je pense dans l'imagerie collective, le manga bien japonais, ouais, c'est pour les plus chanceux, 11 personnes qui vont charbonner dans une pièce et pour les plus malchanceux, être tout seul, tu vois. Mais j'ai l'impression que de toute façon, de plus en plus, après je sais pas si c'est moi, hein, mais ces dernières années, j'ai l'impression que le Japon se réveille un petit peu en fait, de se dire peut-être pas très sain en fait de travailler autant. Genre au Japon, tu vois, la productivité est tellement violente hein, que j'ai l'impression que certains se réveillent un petit peu en fait et sont en train de se dire oui, peut-être que il faudrait prendre du repos, ce genre de truc là, tu vois. Donc c'est vrai que nous en France, on n'a pas du tout. Alors, on a d'autres problèmes, mais en tout cas, on n'a pas le même fonctionnement au niveau de la productivité. De l'effort, je sais pas, mais de la productivité, ça c'est clairement. Oui. On n'est pas du même niveau du tout. Et il n'y a pas que ces questions de production, parce que t'as aussi les questions de conditions de diffusion, de réception, parce que contrairement au manga japonais qui est majoritairement publié dans des magazines de prépublication à sortie régulière, hebdomadaire, mensuel, ça dépend, avant d'être ensuite compilé pour une sortie en volume relié. En France, par exemple, mais j'imagine qu'en Suisse, d'où tu viens, c'est la même chose, c'est majoritairement du volume relié d'office, ce qui provoque au moins un changement radical, il me semble, c'est le rapport au public. Le rapport au public qui va être absolument déterminant dans un manga japonais classique, puisque l'éditeur et l'éditeur vont recevoir un retour quasi hebdomadaire sur les chapitres, sur les œuvres, ce qui va permettre de réadapter les bouts de scénario, les arcs, les personnages qu'il faut faire revenir absolument, et du coup, en conséquence, pouvoir, en tout cas plutôt devoir adapter la suite du feuilleton en fonction des commentaires, alors qu'en France ou en Suisse, alors tu me diras peut-être que je suis totalement à côté, le fait que vous sortiez directement des tomes reliés, ça vous empêche un petit peu d'avoir un certain contact avec le public. En tout cas, ça me semble peut-être amoindrir un peu la place du lecteur ou de la lectrice dans le processus de création. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour toi, peut-être ? Alors moi, pour le coup, c'est hyper classique, hein, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du format bande dessinée, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire vraiment d'avoir un tome relié et ensuite tu attends le retour des lecteurs, tu vois. Il faut savoir que au niveau magazine, comme au Japon, ça ne fonctionne pas du tout. Ici, ce n'est pas possible. À la limite, maintenant, avec Internet, il y a déjà un peu plus de chance. Pour tout ce qui est magazine papier, c'est impossible. Ça a déjà été testé, ça ne fonctionne pas. Donc, ce côté-là, déjà, on oublie. Et oui, alors pour le coup, on n'a pas un retour direct par chapitre, ce qui... Alors ça, c'est mon avis personnel, mais alors ça peut être frustrant en tant que créateur, parce que des fois, on a envie de savoir ce que la personne, le lecteur va en penser. Mais d'un côté, je me dis que ça peut éviter, en fait, que l'œuvre se retrouve un peu gangrénée, on va dire ça comme ça. Par exemple, tu vois, genre, moi je prends cet exemple-là, mais souvent il y a des votes de popularité de personnages dans les mangas, dans les magazines et tout. Et je suspecte très 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 fort
que ces votes de popularité ont un impact sur le scénario. C'est-à-dire, si Mais un c'est même personnage, certain, c'est certain. ouais, à 99%, je voulais laisser 1% de chance, Mhm. mais je suis quasi sûre que ça a une énorme influence sur le scénario. Ce qui fait que l'auteur peut possiblement se retrouver à un moment un peu piégé parce que il va se dire, enfin l'éditeur, je pense qu'il va lui dire, ah, écoute, tu sais, ce personnage-là, il a beaucoup plus de succès que ce que toi t'avais prévu à la base. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les votes de popularité, j'ai l'impression que dans les mangas récents arrivent très tôt. Et moi, en tant que créatrice, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait en fait si d'un seul coup les personnages que j'ai créés pour mon histoire, parce que moi j'ai l'histoire de A à Z, tu vois, d'un seul coup on me dit ouais mais ce perso là, les gens ils l'aiment pas, donc mets-en un autre s'il te plaît. Et je ferais mais moi le truc c'est que j'ai prévu de le développer mon personnage. Ah oui mais non. Donc c'est très alors d'un côté c'est cool parce que ouais bah pour le coup les ventes tu vois genre ça permet pour le lecteur de combler un peu son impatience, on va dire ça comme ça, et donc d'avoir un chapitre pour les plus productifs, d'avoir un chapitre par semaine. Et puis bah, sinon c'est par mois et tout ça. À l'inverse, ouais, là pour le coup, c'est limite si on peut dire que le lecteur il peut créer une partie de l'histoire, tu vois. Et Ouais. je sais pas si ici on a cette culture-là, tu vois, de laisser à ce point-là le lecteur s'immiscer dans le récit en fait. De dire ah bah ouais, je vais regarder si les gens ils aiment, machin, tout ça. Je pense pas que. Moi en tout cas, je me sentirais hyper frustrée. Donc d'un côté, c'est pas cool pour les lecteurs parce qu'ils vont devoir être super patients, tu vois. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, mais c'est bien en fait que vous soyez qu'on vous apprenne un petit peu, parce que, tu vois, on veut tout de suite et tout ça machin depuis, un certain temps maintenant, je pense, hein. Mais, c'est bien en fait d'apprendre aux gens qui doivent être patients et du coup ça permet, tu sais, de mieux se concentrer sur l'histoire, ce genre de truc là, tu vois? Moi après Ou c'est toi, voilà. t'as pas un rapport trop invasif au lecteur en ligne, par exemple, quand tu as des retours sur les réseaux, c'est tu lis, mais tu te laisses pas trop influencer non plus par les avis, les recommandations. Bah, le truc, c'est que je peux écouter, mais souvent, tu vois, quand j'écris un tome, moi, j'ai déjà un tome d'avance. Donc si, par exemple, les gens, ils me disent, «Ouais, en fait, ce perso-là, franchement, c'était nul et tout ça, machin, parce que son développement, il était un peu pourri», j'en sais rien. Bon, on m'a jamais dit ça, mais imaginons que si on me dit ça et que moi, en fait, j'ai déjà prévu, imaginons, que l'arc était fini, de ce perso et que je suis déjà passée à autre chose dans le tome suivant parce que j'ai écrit mon tome de façon à ce que la suite suive tout simplement, tu vois. Bah, c'est trop Ouais. tard en fait. À la limite, je peux faire quelques modifications, rajouter des trucs. Si vraiment moi je trouve que la critique est pertinente, en plus, parce que c'est ça le truc, il faut avoir du recul pour se dire est-ce que c'est pertinent, tu vois. Et là seulement, peut-être que. Après, je dis pas, tu vois. Genre, des fois, ça peut arriver que j'écoute par-ci par-là, mais c'est plutôt des avis en me disant ouais, ça c'était intéressant, ça c'était intéressant. Et là, je me dis ah, donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie, tu vois. Les Mais propositions qui vont sinon. t'inspirer. Ouais, c'est ça. Un petit exemple rapide, c'est que en fait, moi, j'ai un personnage dans mon histoire. J'ai eu des retours sur le dernier tome, et en fait, il y en a certains qui me disaient c'est marrant parce que ce personnage-là, au début de l'histoire, je l'aimais pas beaucoup. Mais maintenant, je l'aime trop en fait. C'est un de mes persos préférés. Et ça, je me dis heureusement que, tu vois, heureusement que finalement, les lecteurs se sont pas immiscés, tu vois, dans le truc en disant ouais, ça c'était pas bien, moi j'aime pas ce perso, machin, tout ça. Puisque finalement, j'ai pu faire le développement que je voulais. Donc j'écoute, mais sans écouter. J'observe, on va dire plutôt ça comme ça. J'observe. D'accord, Mais moi, ok. voilà. Donc c'est beaucoup moins prégnant que ce qu'on peut retrouver dans la production de bandes dessinées japonaises assez populaires, où Oui, clairement, complètement. effectivement, ces votes de popularité ils sont déterminants pour la suite de l'œuvre, quoi. Est-ce Voilà, que voilà. tu as ces conditions de production, ces conditions de diffusion, etc. Il y a aussi la question, tu vois, du rythme de parution, donc un rythme qui est souvent, hein, on le sait, on en a beaucoup parlé dans Software ces dernières semaines, un rythme souvent inhumain au Japon, on en a parlé, qui est très corrélé, il faut le dire, à des conditions de travail qui sont juste épouvantables pour les mangaka, pour les assistants, pour les assistantes. Comment on fait en France pour lutter sur le terrain du manga avec des mangas francophones quand les 10 mangas japonais ils sortent un nouveau tome tous les 2 mois? A fortiori que tu soulignais déjà dans une interview que tu avais donnée à Manga News il y a quelques années que c'était quelque chose qui t'avait déjà un petit peu bouffé pour un chapitre de Green Mechanic, ton manga dont on reparlera tout à l'heure, pour lequel tu t'étais mis un petit coup de pression pour être à la hauteur du rythme d'auteur japonais. Comment on fait pour interagir avec cette réalité de terrain de la toute-puissance du manga japonais en termes de rythme de parution? Alors, je rigolais avant parce que je disais comment lutter, tout ça, machin. Mais en fait, on lutte pas. C'est impossible. Ouais, C'est ouais, ouais. impossible. On ne peut pas. Imagine, alors déjà, en plus, les Japonais, nous, on est des bébés encore à côté. Non, on n'est pas des bébés, on est des adolescents en matière de maturation, tu vois, de comment on s'est imprégné du rythme et tout ça, machin. On est des ados.
les Japonais, au niveau du manga, eux, c'est des vieux darons, tu vois. donc tu peux pas lutter. Après, je pense que, à mon sens, le but, c'est pas de... Il faut pas lutter, en fait. Faut pas voir les Japonais comme un truc sur lequel on se dit, il faut que je fasse mieux au niveau de la production. Il faut que tu... Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. C'est-à-dire, si tu fais un manga francophone, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, pour qu'on comprenne bien l'image, il faut que tu fasses mieux, en fait, que ce que toi, t'as déjà lu, en matière de dessin, de ça, machin, tu sais, tu te donnes à fond, tout ça, machin. Mais au niveau de la productivité, c'est complètement impossible, voire même limite, je vais dire les mots un peu forts, hein, mais suicidaire, en fait, de se mettre au même niveau que la productivité japonaise. Les gars, ils ont des assistants, comme je dis, pour les plus chanceux. Donc, toi, t'es tout seul. Déjà, c'est pas possible. Et de deux, en fait, peut-être que quand tu vois, moi, par exemple, je le sens maintenant que j'ai charbonné pendant 6 dernières années. Et maintenant, mon corps me montre tous les efforts que j'ai faits. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de santé. Pourtant, je faisais attention, tu vois. Je faisais attention, c'est-à-dire que je me disais, voilà, je vais pas travailler non plus 15 heures par jour ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'essaye de faire attention, etc., etc. Mais ça n'a rien changé, en fait. Parce que le stress, parce que le manque de sommeil, parce que même si tu dors suffisamment, en fait, t'es tellement dans ton travail que voilà, quoi, ça va être compliqué. Si on vivait dans un monde utopiste, c'est pas les Français qui devraient s'adapter aux Japonais, ce serait les Japonais qui devraient freiner, en fait. Parce que on le voit depuis ces dernières années, que ce soit avec Oda qui est malade quasi toutes les 2 semaines, que ce soit avec la mort de Miura, que ce soit avec la mort de celui qui fait Solo Leveling, hein. Parce que dans le webtoon aussi, il y a énormément de problèmes, hein. C'est à peu près, c'est tout aussi terrible. On le voit, il commence à y avoir de plus en plus de témoignages de personnes qui ont des problèmes de santé mentale et physique. Donc, il y a un réel problème au niveau de la productivité, même coréenne, tu vois, japonaise et coréenne, voilà. Et ça, pour moi, il faut pas limiter, en fait. C'est tu sais, l'esprit shonen Bakugan, pas Bakugan, Bakuman. Bakugan, c'est autre chose. Bakuman, ouais. Bakuman et tout, ça va 5 minutes, mais c'est pas possible, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est que comment tu fais pour suivre le manga japonais, sachant que t'as un train rapide, tu vois. Les Japonais, c'est un Shinkansen, tu vois, ils foncent. Et toi, t'es là avec ton petit train à vapeur. Eh ben, il faut que ce soit le truc le plus quali, par contre, à montrer. Tu seras un petit train à vapeur tout nul et tout. Mais en vrai, c'est sympa aussi, les petits trains à vapeur. Tu profites du paysage et tout. Alors, ouais, les Shinkansen aussi, ils ont des paysages de fouf. Mais tu vois l'image. Mais tu vois, et là, c'est à toi après de dire, OK, je vais me donner à fond. Et surtout, je vais toucher le public francophone. Parce que tu vas pas toucher le public japonais tout de suite, tu vois. Toi, ton but en tant que mangaka français, c'est toucher le public francophone et lui offrir ce dont il a besoin. Voilà. C'est ça le plus important. Comment te démarquer, en fait. Et lui offrir ce dont il a besoin. Un truc que les Japonais n'ont pas su apporter et que toi, tu arrives à apporter. Moi, je vois ça comme ça. Ça me parle bien, ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on en parle depuis des semaines. Moi, ça m'a toujours un peu fasciné, ces grands auteurs de manga. On peut penser à Toriyama, on peut penser à Tite-Kubo, etc., qui font un grand manga qui marque l'histoire du manga et s'arrête. Akira Toriyama, il s'est arrêté hyper jeune. Il veut plus foutre un seul pied dans l'édition de magazines de prépublication. Il veut plus foutre un pied là-dedans. Tite-Kubo, il s'est déchiré les épaules pendant Bleach. Il était au fond du trou et tout. Ça me fascine que des mecs aussi importants soient aussi au bout du rouleau en quelques années. Vraiment, c'est fou, quoi. Le mangaka de celui qui fait Hunter x Hunter, il arrivait même plus à s'asseoir tellement il avait mal. Et c'est monstrueux, en fait, de se dire que t'as des mangakas qui détruisent leur santé, mais ils continuent quand même parce que je sais. Après, tu vois, genre, l'époque fait que c'est encore c'est différent, tu vois, parce que la mentalité était pas la même que maintenant. Mais maintenant, je pense que est-ce qu'on laisserait, tu vois, est-ce qu'un éditeur pourrait enfermer son auteur dans une salle pour qu'il rende ses planches? Parce que ça a déjà été, je sais plus quel mangaka avait sorti cette anecdote. Mais tu vois, ton éditeur t'enferme dans les locaux pour que tu finisses ton travail. Mais enfin, est-ce que maintenant ça serait possible, tu vois? Je sais pas. En tout cas, je pense pour la génération un peu plus jeune, peut-être que certains tilteraient et diraient
mais attends, mais c'est pas du tout normal ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, j'avais entendu aussi des bails comme quoi il y avait des éditeurs français aussi qui, des fois, insistaient un peu pour dire oui, bon, c'est quand tu rends tes planches et tout ça, machin. Et c'est pas très bien vu dans le milieu français, hein, ce genre de truc-là, parce que. D'accord, ok. Voilà. Mhm. Ah ouais, d'accord. Ok, t'as un petit peu de différence de traitement. Ok, on en reparlera. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis un éditeur. Le mien est très gentil, heureusement. Ouais, ça, c'est cool. Voilà. Tant mieux. Il y a une chose dont on peut parler un petit peu aussi, c'est la question de la sélection des auteurs et des autrices, pour rester un petit peu dans ce cadre du manga, du manfra. Allez, soyons fous. On a décidé de me percer le cœur 2 fois. Quel terme affreux en plus. Au Japon, régulièrement, pas toujours, la découverte des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices de bande dessinée va se faire par le biais de concours où l'on va proposer son œuvre finie d'un nombre de pages donné, parfois suivant un thème en particulier. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe en France, de ce que tu en sais, et en Suisse? Et est-ce que tu peux nous parler évidemment de ton cas, hein, puisqu'il me semble que précisément c'est bien un concours qui t'a amené à produire Green Mechanic. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, pour le coup, oui, alors au Japon, tu as ce délire de concours, mais aussi de dossier. Et c'est à peu près pareil ici. C'est-à-dire que moi, j'ai participé. Alors, moi, je suis chez Kiun. Et Kiun, pour le coup, passe par des concours. Donc, ça s'appelle le tremplin Kiun. Et il faut faire un one-shot. Et si tu gagnes, le premier prix, c'est un contrat d'édition. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai passé la première sélection de concours, tu vois, donc c'est comme ça que j'ai pu être édité. Je sais pas quel éditeur, d'autres éditeurs, je crois que Canal le fait aussi, mais j'ai un gros doute. Mais sinon, ça passe par des dossiers en fait. Genre Glénat, je sais qu'il y avait une période où tu pouvais aller les voir à la Japan Expo, puis tu pouvais me remontrer leur dossier, puis si ils pouvaient te donner un retour en fait direct. Alors pas genre on vous engage, tu vois, non mais genre en fait ils te donnaient un retour sur ton dossier, et puis toi après tu pouvais voir si tu avais une petite carte de visite, pouvoir les contacter et tout ça. Après cela dit, s'il y en a qui font du manga dans le chat, vous pouvez, si d'un seul coup vous croisez un éditeur et que vous avez un dossier, s'il a un peu de temps, Japan Expo, ça peut être un bon endroit en fait, des fois pour avoir des retours. Alors des fois pas, parce qu'ils sont très occupés, mais des fois oui. Voilà, donc si d'un seul coup vous avez envie d'avoir un retour et puis que vous arrivez à choper un éditeur qui a un peu de temps, voilà, de toute façon vous perdez rien, donc voilà, au pire il vous dira j'ai pas le temps, voilà. Mais voilà, sinon c'est par dossier, et donc on n'est pas très éloigné par rapport aux Japonais à ce niveau-là. Moi, je pourrais pas donner le retour sur dossier parce que moi, je suis pas passée par là, donc voilà. Est-ce que tu observes depuis quelques années la volonté des éditeurs, des éditrices de pousser un petit peu la recherche, de faire un petit peu le chercheur de talent comme on pourrait le faire dans le sport, de se balader du côté du fanzina qui aujourd'hui continue son petit bonhomme de chemin, hein, même si évidemment c'est compliqué avec la forte hégémonie d'Internet, mais est-ce qu'ils vont sur Internet? Est-ce qu'ils surveillent notamment les plateformes de financement participatif qui depuis quelques années sont quand même des vraies rampes de lancement pour certains auteurs, certaines autrices de bande dessinée qui sont pas toujours amateurs d'ailleurs? Alors moi, je sais que Kiun fait les recherches, mais plutôt du côté japonais, donc au Comiket et tout. Donc pour le coup, ça rentre pas dans les critères. Mais je pourrais pas répondre par rapport aux autres éditeurs parce que j'en ai aucune idée. Je sais que par contre, ouais, certains font des concours pour voir s'ils vont pas trouver le prochain talent. Après, voilà, moi, j'ai aucune idée. Ouais, c'est difficile en vrai. Parce que tu vois, par exemple, des mangas comme le manga du Rire Jaune, tu vois. Je pense que Michel Lafon, il est au courant quand même. Je pense qu'il connaît, tu vois. Donc là, c'est encore différent. Et donc, c'est pour ça que j'ai aucune idée si certains éditeurs... franchement, je sais pas. Je pourrais pas dire s'il y a vraiment une surveillance du succès d'un manga français. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de manga français, par exemple, auto-édité, qui a un succès suffisamment grand pour d'un seul coup attirer un éditeur français, tu vois. Donc, je pourrais vraiment pas dire. Je sais que ça s'est fait très vite par des tout petits éditeurs, mais des fois, ça a pas duré très longtemps, donc je vais pas prendre ça en référence, quoi. Non, mais je te dis ça parce que je sais qu'il y a aussi une industrie japonaise du manga amateur, alors qu'en France, et j'imagine en Suisse, c'est pareil. C'est pas forcément quelque chose qui est encore très structuré, même si tu as des plateformes en ligne comme Manga Draft qui permettent d'avoir accès à tout un tas de super trucs. Mais ça me semble quand même tenir un petit peu de l'épiphénomène. Je sais pas trop s'il y a de la structuration du côté des amateurs. Ouais, alors en plus, faut savoir qu'il y avait une grande partie, je pense, à mon avis, 2010 peut-être, quelque chose comme ça. Il y avait pas mal de fanzines papier. Mais là, avec ces dernières années, ça disparaît de plus en plus parce que déjà le prix du papier est monstrueux. Donc, quelqu'un qui fait du fanzine va plutôt se diriger vers des goodies. Donc, un éditeur peut-être qui trouvera pas forcément ce qu'il recherche
chez les fanzines, même si il commence à y avoir des fois des petites émergences par-ci par-là de fanzines papier qui sont très quali d'ailleurs. Mais de là, est-ce qu'ils cherchent vraiment là-dedans? Je sais pas. De toute façon, à mon avis, je pense que ceux qui font du manga, donc du fanzine papier et qui sont dans les villages fanzine et tout ça, genre Japan Expo, je pense que c'est eux qui vont d'abord prendre les devants en fait. Parce qu'en vrai, l'éditeur, lui, il n'a pas besoin de chercher parce qu'il y a tellement cette envie de la part de ceux qui dessinent de vouloir être édités que en fait, c'est plutôt les dessinateurs en fait qui vont voir les éditeurs. Et l'éditeur, lui, il a juste à sélectionner un dossier. Donc pour moi, l'éditeur gagne du temps en fait. Parce qu'il n'y a pas autant qu'au Japon, tu vois. Et peut-être que, ouais, là pour le coup, c'est plutôt le mangaka en fait qui va aller vers l'éditeur et pas l'inverse. La question que je me pose là quand je t'entends parler de tous ces aspects du je vais pas dire le terme, du manga francophone, ça ira très bien. J'ai deviné. C'est la question que je me pose et que je me posais déjà un petit peu avant la discussion en vrai, c'est quand on parle de manga français, de manga francophone, comme on veut, est-ce qu'on fait pas déjà un petit peu glisser le sens du mot manga, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez différent en termes de production. Est-ce qu'on le ferme pas un petit peu? Je pense que tu vas me dire que je me trompe, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue. Est-ce qu'on ferme pas un petit peu ça à une seule esthétique, à un ensemble de codes graphiques, des façons de mettre en page immédiatement reconnaissables? Est-ce que c'est pas, entre guillemets, juste ça, le manga français? Une esthétique manga? Bah moi, comme j'ai dit, j'aime pas faire de la différence entre manga français et manga japonais, en fait. Moi, je pense, c'était il y a super longtemps au Salon du Livre, il y a quelques années déjà, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, il me dit, mais comment on fait pour différencier le manga français et le manga japonais? Je dis, mais le truc, c'est que si tu prends déjà un manga et que pour toi, bah, tu te dis pas c'est un manga français, bah, c'est que c'est un manga, en fait. Te prends pas la tête à dire si c'est un manga français ou un manga japonais. Si tu le prends et que il y a rien qui te choque, bah, c'est que en fait, t'as déjà ton cerveau, il s'est déjà dit c'est un manga, point. Donc du coup, voilà. Après, si vraiment il y a cette espèce de fierté de dire voilà, moi, c'est l'auteur, il veut dire voilà, moi je fais un manga français, parce que ça peut être aussi un argument de vente, hein, en vrai, de dire je fais un manga français et tout, parce que c'est le côté voilà, local, tu vois. Mais après, au niveau des codes, c'est vrai que en fait, le truc, c'est que culturellement, je viens sur le thème culture, mais culturellement, on racontera pas la même chose que les Japonais, en fait. Donc, on peut faire, on a pris des codes visuels, on a essayé à un moment d'imiter les mangas japonais, dans le sens où on a mis des personnages qui vont avoir des noms japonais et ça va se passer au Japon et machin. Et ces trucs-là ne fonctionnent pas du tout parce que ça ne parle à personne, tu vois, ça parle ni au japonais ni au français. Parce que ça se voit que c'est pas fait par un japonais, tu vois. Et donc là maintenant, c'est pour ça que je parlais qu'on est au stade adolescent et plus bébé, parce que voilà, on a commencé à comprendre certains contes, on a commencé à comprendre ce qu'on voulait raconter. Donc visuellement, on a été attiré par le style manga. Mais culturellement, c'est notre histoire à nous. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que même si le style graphique, c'est du manga, ça n'empêche pas que notre façon de raconter, elle, est complètement différente des Japonais. Et donc là, on peut dire, oui, c'est manga français, mais en attendant, comme j'ai dit, je trouve que c'est du manga. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire une grosse distinction. Pour moi, c'est vraiment plutôt la façon de raconter, les dialogues qui vont faire la différence. Moi, je sais, par exemple, que j'ai mis à un moment des phrases tirées de... Alors, l'anecdote est un peu rigolote, mais à un moment, il y a un des personnages qui dit une phrase tirée d'un des streams que j'avais entendu chez Mister MV. Donc, aucun japonais pourrait comprendre une ref comme ça, tu vois. Donc, pour le coup, ça, c'est typiquement, en fait, une référence francophone. Et c'est là-dedans, en fait, que voilà, j'aime pas le mot imiter, en fait, parce que pour moi, c'est pas de l'imitation, même au niveau du style graphique, tu vois. Un peu comme de la cuisine, en fait. Moi, je vois ça comme de la cuisine, tu vois. T'as appris la recette, mais après, tu l'as fait comme toi, tu le sens, en fait. C'est-à-dire que t'as suffisamment de maturité et d'expérience et de savoir ce que tu veux, en fait, pour dire, voilà, moi, maintenant, je vais vous faire le même plat, mais revisité et à ma sauce. Ça sera toujours un burger, ça sera toujours ça, machin. C'est juste que moi, je vous le montre comme ça. Moi, je vois ça comme ça.
J'aime bien l'idée parce que ça me fait penser quand je lisais Dreamland au tout début avec ces paysages de Montpellier dans un manga, ce qui était assez curieux. Il y a quand tu lis du Radiant par exemple, c'est très surdécoupé, très fourni en bulles, hein, comme si s'il y avait un héritage de BD franco-belge là-dedans. Il y a et puis il y a Cutthroat Neko qui dit dans le chat quelque chose d'intéressant, qui dit les codes qu'on retrouve dans le manga japonais, ils apparaissent pas forcément dans ces mangas français précisément parce que les persos qui s'essuient avec des mouchoirs, les courbettes, les corbeaux qui volent quand il y a un blanc, c'est très culturellement marqué, alors que du coup en France il y aura d'autres façons de se marquer culturellement, de se faire comprendre d'un public francophone et ouais je te rejoins assez là-dessus. Et maintenant je temporise un petit peu en même temps avec ce que dit Moteux juste après, qui est oui mais la vérité c'est qu'il y a aussi matériellement une hégémonie du shonen de baston dans les productions de mangas francophones quoi. Oui. Oui, et ça me frustre beaucoup moi aussi, voilà. Et du coup, c'est raccord avec ce que tu dis sur l'adolescence de ce médium, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je dis, on n'est pas encore adulte à mon sens, parce qu'on est encore là, on est encore. Après moi, je suis désolée, mais je suis saoulée du shonen. Je fais du shonen aussi. Hein. Mon manga et c'est écrit shonen hein, dessus. Hein. Mais j'en peux plus en fait du shonen, la bagarre. Le shonen neketsu type, tu vois, de One Piece, Naruto, machin, j'en peux plus en fait de ça. Le truc, c'est que la demande pour le shonen est encore monstrueuse en fait. C'est hallucinant. Moi, je voyais encore avec des gamins, tu vois, ils me parlaient encore de Naruto. Ils étaient là, mais Naruto, c'est le meilleur truc, tu vois. Je veux dire, même encore, tu vas sur Twitter X, là, il y a encore des gens qui font la bagarre pour savoir si de One Piece ou Naruto, qui c'est le meilleur, tu vois. Et le truc, c'est que, oui, le manga francophone, vu que la demande, c'est tout le temps du gros shonen, bagarre, machin, on va se taper tout. Alors que, par exemple, moi, tu vois, je déteste dessiner les scènes d'action. Je m'ennuie, en fait, quand je dessine les scènes d'action. Moi, je suis plutôt faire les scènes très intimistes, tout ça. Sachant que, tu vois, moi, par exemple, il y a des mangas comme Bonne Nuit Poun Poun que je kiffe, mais vraiment de fou, quoi. Donc, voilà, ça. Bien. Oui, tu vois, donc, moi, mes références de ce que je peux mettre en haut, tu vois, il va y avoir, Bonne Nuit Poun Poun, je veux dire, ouais, les scènes de discussion et tout, elles sont vraiment trop belles et tout ça. Ouais. Mais d'un côté, tu vois, on a toujours, moi, je le vois, que ce soit dans le milieu professionnel ou amateur, et je mets des guillemets à amateur, donc je parle pas du tout du style graphique, hein, mais du fait qu'il soit édité ou pas, ça reste du shonen avec de la bagarre, et les gens veulent ça. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça le pire, moi je le vois, les gens veulent ça. Donc il y a aussi peut-être au niveau du public, ils n'arrivent pas à lâcher l'affaire de se dire il faut tout le temps avoir le moment où il y a de la bagarre, parce que sinon on s'ennuie, parce que sinon c'est trop lent, etc. Si, tu vois, l'éditeur, lui, par exemple, tu vois, le shoujo, c'est un style, voilà, il y a plein de trucs cool dans le shoujo, mais c'est un style qui est moins mis en avant. Je veux pas dire que ça se vend pas, c'est moins mis en avant, que ce soit au niveau de la com et tout ça, machin. Donc forcément, moins mis en avant fait que, et puis même, tu vois, les gros shonen japonais, c'est ce qui est le plus en avant le 3/4 du temps. Le public, il veut ça, donc l'éditeur, il va proposer ça. Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc, soit au bout d'un moment, tu sors un petit peu. Moi, par exemple, ce que j'ai fait avec mon manga, c'est que je me suis dit, voilà, il y aura des moments où il y aura un peu de bagarre et tout, machin. Mais je vais essayer de mélanger ça avec plutôt une histoire d'aventure. Et voilà, moi, par exemple, je suis fan de Full Metal. C'est le manga qui m'a donné envie de faire c'est ce que j'allais dire, ça me fait beaucoup penser à Full Metal, ouais, ta façon d'aborder le. Voilà, parce qu'il n'y a pas de. Moi, je me vois pas faire 3 tomes avec des scènes de baston type tournoi, tu vois. Moi, je supporte pas les tournois. J'en peux plus des tournois, c'est horrible. Du coup, peut-être la question qui fâche un petit peu. Est-ce que tu vois un avenir radieux pour ce marché du manga francophone? Alors toi, du coup, tu le vois comme un manga, donc la question se pose probablement moins, mais si on se ferme à cette catégorie de manga francophone, je te demande ça parce que j'ai vu un très chouette article que tu as peut-être vu passer l'année dernière de l'éclaireur Fnac sur la diminution de moitié de la production de manga francophone ces dernières années après le boom de 2015, de 2016, de 2017. Je mettrai en description, je pense. T'en penses quoi de l'état du marché aujourd'hui? Toi, est-ce que tu es positif? Parce que quand tu vois ce mouvement adolescent justement, est-ce que tu te dis ça y est, on est à l'aube de quelque chose de beaucoup plus consistant pour les prochaines années et on va pouvoir proposer des œuvres qui vont marquer le public de la même façon que Naruto, que Dragon Ball, que sont en train de marquer le public français et continuent de marquer le public français après toutes ces années? Au niveau de la productivité et tout ça, je pense que
C'est pas, on sera pas pareil, mais peut-être qu'il y aura enfin, c'est pas parce que tu vois, il y a une baisse de production que ça veut dire qu'il y a une baisse de qualité. Donc moi, je pars du principe où ça sert à rien. Alors moi, je ne suis pas éditrice, hein, donc ça c'est vraiment mon avis à moi. Mais pour moi, ça sert à rien d'inonder le marché avec plein de trucs si c'est pour avoir 36 millions de fois la même chose, tu vois. Parce que nous encore, quand on voit les mangas au Japon, pour ceux qui n'ont jamais été au Japon, ce que vous voyez, vous, c'est quoi? C'est combien de pourcents à peu près? Parce que vraiment, vous allez juste dans un mandarake, donc c'est des reventes de mangas. Vous allez voir des mangas dont vous n'avez jamais entendu parler l'existence. Parce qu'en fait, il y a une quantité astronomique de bouquins. Et donc nous, ce qu'on a, c'est plutôt les trucs Shonen Jump, machin, c'est des trucs qui fonctionnent. Donc dans le manga français, si on se retrouve, pour moi, ça n'a pas trop de sens de se retrouver avec 300 milliards de mangas français, si c'est pour après qu'ils bident pour le 3/4, que ça laisse des mangaka après dans un traumatisme total parce qu'ils n'auront jamais le temps de pouvoir finir ce qu'ils voulaient faire, et puis après de saouler le public parce qu'on va se dire ah bah finalement tous les mangas français c'est la même chose, c'est que de la baston, c'est que des machins, tu vois. Imagine si d'un seul coup on se retrouve avec plein de mangas français isekai. Je pense que là, c'est bon. Ouais, voilà, tu vois, tu sens le Roland de frayeur que ça commence à. Ah non, tu vois non, merci. Il y a un moment, tu vois, il y a un tri qui se fait. Donc pour moi, à mon sens, le manga français, moi, je le vois plutôt positif parce que, en fait, on va éliminer. Alors ça, c'est comme ça que je vois, mais comme on est adolescent, nous, on a pu voir ce qui se passe au Japon. Et pour moi, là où il faudrait être plutôt malin, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. Parce que c'est cool, hein, le Japon, lui, a le temps de faire tous ses bails. Donc maintenant, nous, en observant ce qu'on a vu, comment est-ce qu'on fait pour, déjà de 1, améliorer les conditions productives, c'est-à-dire sans détruire la santé physique et mentale des auteurs. Petit 2, de pouvoir faire des œuvres de qualité, c'est-à-dire pas inonder le marché de tout et n'importe quoi et de fournir des choses dont le public a besoin. On va pas exploser le game. Voilà, moi j'aime pas de toute façon ce délire de faire oh, les mangas français ils arrivent, ils explosent le game, ils vont retourner le game, je sais pas trop quoi machin, c'est l'expression un peu voilà. Non, le but c'est pas de retourner le truc et de faire concurrence à la surproductivité des Japonais en disant voilà, là ça va être le futur One Piece, Conan le détective là, il va faire 300 milliards de tomes. Je pense pas que le public français ait besoin d'une autre série avec 60, 100 et quelques volumes. D'ailleurs, moi, il y a des gens qui quand ils viennent me voir en dédicace, ils me disent combien tu vas faire de tomes. Donc des fois, je dis waouh, entre 10 et 20 parce que des fois le rythme machin. Et les gens ils me remercient. Ils me disent merci. C'est marrant ça. D'accord. Merci parce que je veux plus en fait de séries qui sont longues. En fait, j'ai l'impression que le public français, à partir du moment qu'ils atteignent un certain âge, et moi je le ressens aussi, ils ont plus envie de lire des séries qui sont sur 300 millions de tomes et vas-y que c'est plus possible en fait. Et surtout en plus, c'est même pas rentable. Genre maintenant, va demander à quelqu'un qui a une vie active et qui n'a pas le temps de lire One Piece actuellement ou regarder même l'animé. C'est impossible. La personne elle va dire attends, il y a combien de tomes? Ah, il y en a plus de 100. Ah bah non, moi je lis pas. Donc un manga français avec 100 tomes, mais c'est pas, je pense pas que c'est ça le public français a besoin. Le public français il a besoin de quelque chose dans lequel il doit se reconnaître et dont il a besoin en fait. C'est un peu, enfin, techniquement c'est de l'étude de marché en fait, parce que l'offre, ça y en a 24 milliards d'offres, tu vois. Mais le public français, dans quoi est-ce qu'il peut se reconnaître? Et ça, voilà. Donc actuellement, bah, c'est le shonen, c'est là où il se reconnaît le plus. Mais peut-être qu'à un moment, bah, ça sera un autre sujet, et là, ça sera intéressant en vrai. Si ça commence à être des tranches de vie comme les Bonnie Poon Poon, et là, tu vois, pour moi, on arrivera à l'adolescence slash adulte, tu vois. On pourra enfin raconter, qui se raconte plus dans la BD, c'est-à-dire vraiment des tranches de vie plus psychologiques et ce genre de trucs-là. Là, je serais ça y est, on a atteint un cap, c'est-à-dire que on n'a plus ce besoin de compter uniquement sur le public fan de shonen, mais on peut aller dans les trucs un tout petit peu plus de niche qui va toucher aux adultes un peu plus aux adultes quoi, et se dire là c'est intéressant. Moi c'est là en fait où je suis plutôt positive. Je me dis ça peut que aller dans que ce soit peut-être dans l'édition vraiment professionnelle ou amateur. Pour moi, il y aura un moment où en fait le mangaka français va avoir le déclic de se dire ça y est, maintenant je peux enfin raconter autre chose que des gens qui se foutent des poings sur la tronche, tu vois. Pour moi, en fait, le shonen, c'est aussi un peu la porte d'entrée pour pouvoir après raconter les autres trucs que tu veux faire, en fait.
Parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ouais, ce que tu disais, je trouve ça intéressant parce que tu as quand même un mouvement qui est un petit peu curieux. Au niveau international, maintenant, tu as un mouvement de réduction des œuvres culturelles. Tout est plus court, les séries sont plus courtes qu'avant. Alors, il y en a beaucoup plus, hein, on le voit avec Netflix, mais les séries font maintenant une dizaine d'épisodes. Tout est beaucoup moins long. Maintenant, sur certaines séries Disney+, les épisodes font carrément 30 minutes ou 40 minutes. On est loin des formats presque 1 heure qu'on avait pu avoir, notamment à l'époque de Lost, etc. Et le manga, c'est un des derniers bastions de ce truc feuilletonnant qui dure encore des tomes et des tomes. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas au début de quelque chose de nouveau, même dans les grosses productions type shonen. Kimetsu no Yaiba, donc j'oublie toujours comment ça se dit en français, je crois que c'est Demon Slayer. Demon Slayer, c'est pas une série très très longue pour le succès qu'elle a. Assez fou. Shingeki no Kyojin, c'est pas très très long pour le succès que ça a aussi. Et peut-être qu'on est à un moment où One Piece, tout ça, c'est des anciens phénomènes qui deviennent aujourd'hui des épiphénomènes et on va arriver à un moment où en fait on aura des productions de 15-20 tomes. En tout cas, je le souhaite même pour la santé mentale et pour la santé physique des gens qui bossent dessus. Moi, je pense que c'est ça aussi. En fait, on va arriver sur des séries qui vont être plus courtes. Je pense qu'en fait, les mangaka, je pense que la plupart veulent plus faire ça en fait. Un petit peu parlé il y a 2-3 semaines dans une émission que j'avais faite le vendredi matin. Ça augure pas vraiment du bon pour les prochaines années dans le manga japonais, pour plein de raisons. Il y a notamment une réforme de la taxation, de la taxe sur la consommation dans les prochaines semaines qui va peut-être flinguer une énorme partie des nouveaux arrivants dans le manga qui pourront plus se lancer faute de financement. Donc tu peux peut-être avoir aussi un rétrécissement du nombre de séries dans les prochaines années, ça on verra. Écoute, je te propose, parce qu'on a dit pas mal de choses, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale d'1 à 2 minutes. On va pouvoir s'écouter une petite musique d'animé, on va se mettre bien, ça va être top. Le temps de reprendre un peu ses esprits, de poursuivre la discussion autour du manga francophone. On découvre ensemble, si vous le savez, si vous venez ici régulièrement, un extrait d'une bande originale d'animé, histoire d'en découvrir les compositeurs et les compositrices, souvent beaucoup trop peu connus, ces compositeurs et compositrices de l'industrie d'animation japonaise. Et on se retrouve juste après, les gens, pour parler de la condition des auteurs et des autrices dans le Manfra, évidemment. Ça y est, je l'ai dit, je l'ai lâché, on y va et on fait cette petite pause. Et on se retrouve juste après, les gens. Les gens, vous êtes toujours sur Soft Power Rencontre. Vous venez d'entendre l'excellent morceau The Iron Fist composé par Masaru Yokoyama, dont on a parlé tout à l'heure pour l'adaptation animée de Mashle, la bande originale qui est bien meilleure que l'animé, animé lui-même bien meilleur que le manga. Bande originale, comme je le disais dans la matinale de 10h à midi, de sacrément bonne qualité. Bande originale et la matinale, évidemment, les deux de très bonne qualité. Évidemment, n'hésitez pas à découvrir l'excellent taf de Masaru Yokoyama. Et aujourd'hui, on est avec Yamishin, autrice du manga Green Mechanic, qui est venue nous parler et qui continue à nous parler de ces mangas pensés, écrits, mis en page par des francophones qui ne sont pas du tout des mangas francophones et qui ne sont pas du tout des manfras non plus. On en a pas mal parlé pendant la première partie. Et je te propose justement qu'on continue un petit peu là-dessus, qu'on passe un petit peu au fait de parler de conditions des auteurs et des autrices. Une fois qu'on a parlé un petit peu de ce qu'était justement ce type de manga francophone, avec toutes les contradictions qu'il pouvait y avoir, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de la
de ceux et de celles et ceux qui font ces mangas-là. Dans une interview que tu as donnée pour le podcast 5e de Couve, il y a quelques années, déjà il y a 5 ans, ça je crois. date. Ah oui, oh là là. Ouais. Dans ce podcast, tu parles d'un statut un peu compliqué où tu es à mi-chemin entre dire clairement ce que tu fais et en même temps rester sur quelque chose d'un peu vague. Où est-ce qu'on en est précisément en 2023 ? Où est-ce que tu en es toi après toutes ces années d'expérience en termes de vraiment de statut d'autrice ? T'en es où ? Alors, en plus, faut ça. Bon, du coup, moi j'habite en Suisse, ça reste compliqué parce que il y a pas comme en France des statuts spécifiques. Donc, en fait, tu es obligé de faire 36 millions d'appels différents et après prier pour que tu aies le bon papier. Moi, ça a pris un certain temps en vrai. Hein. Ça a pris, tu vois, genre, on parlait de 5 ans en arrière. Ça a mis 2 ans pour que les mecs comprennent réellement ce que je faisais. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas de recevoir des papiers qui changeaient mon statut. C'était très, très, très embêtant. Mais maintenant, c'est bon, c'est OK. Ils ont compris, enfin. T'es pas du tout sur un statut d'autrice de bande dessinée classique, c'est ça ? Ah non, du tout. Ah ouais, d'accord. Non, moi, okay. Je suis vraiment... en fait, j'ai un statut indépendant, une indépendante, mais employée quand même, qui travaille pour une entreprise française. Voilà. D'accord, ok. Mais qui ne cotise pas, tu vois. Donc c'est à moi après de cotiser dans le coin. C'est un vrai statut. Hein. En Suisse, c'est un vrai bail, ça, tu vois, de dire voilà, tu travailles pour des Français, mais en fait, les Français, ils cotisent pas. Donc du coup, c'est à toi après de cotiser, tu vois. Donc ça, c'est un vrai truc. C'est un statut en Suisse, là. Et donc ça a mis 2 ans pour que les gars comprennent réellement ce que je faisais, tu vois. Et disent non, mais en fait, c'est celui-là, c'était pas vraiment celui-là et tout. Je fais oh là 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 là. Donc, tu es obligé de te renseigner, en fait. D'ailleurs, voilà, petit conseil à toutes les personnes, si vous travaillez pour quelqu'un qui vit à l'étranger, renseignez-vous à fond, mais vraiment, genre à fond. C'est-à-dire que même si vous êtes convaincu que vous avez le bon statut, reposez la question encore, pour être sûr. Et s'il y a quelqu'un qui vous met une contradiction, bah là, du coup, vous renseignez encore. Parce que sinon, vous allez avoir le mauvais statut, vous pouvez payer des trucs en plus, ou pas assez payer, je sais pas, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très, très important que vous vous renseigniez. Vous allez poser des questions à votre employeur qui vit à l'étranger. Vous lui dites, voilà, comment ça se passe de votre côté, déjà. Et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et normalement, il y a peut-être des personnes qui travaillent dans la comptabilité, ce genre de trucs-là, qui peuvent potentiellement vous aider. Mais le mieux, c'est quand même de se renseigner vraiment à fond, tu vois. Mais c'est vrai que ça a pris du temps, quoi. Et même encore maintenant, ils sont pas prêts de bouger. Hein. Ils sont toujours bien dans leur petit coin à dire bon, bah voilà. Alors, on a des syndicats, tu vois, des trucs pour les illustrateurs, mais c'est des petits trucs de niche. Et encore, tu vois, le problème avec la Suisse, c'est que t'as le côté suisse-allemand, t'as le côté roman. Donc, il y en a des fois, c'est du côté suisse-allemand. Bref, c'est un bordel. Voilà. Ouais, d'accord. Ça s'est pas trop amélioré en 2023, non. quoi. T'en es un peu au même non, point. absolument pas. Je te propose qu'on parle un petit peu de rémunération sans que tu rentres dans ton cas particulier. Ça, c'est pas très intéressant. Au Japon, tu as les auteurs et les autrices qui ont la chance pour celles et ceux qui ont la chance de se faire aussi publier en volume relié, tu vas avoir en général une double source de financement. Tu vas avoir ce qu'on appelle le Genkolyo d'un côté, qui est souvent un paiement à la page dans les magazines de prépublication. Et d'un autre côté, tu vas avoir ce qu'on appelle le Tankoman no Izen, là, l'espèce de redevance au volume relié, avec un pourcentage de prix en général des exemplaires imprimés pour le premier tirage et un pourcentage des exemplaires vendus pour les tirages suivants. Mais du coup, comme il n'y a pas vraiment de système de prépublication en France ni en Suisse, comment sont payés globalement les auteurs et les autrices que tu connais en général dans le manga produit en France et en Suisse ? Alors, il y a 2 façons. Soit t'es payé, c'est un peu comme la BD en fait, au tome, donc tu as une grosse avance qui va être posée directement, et donc toi avec cette avance, bah, tu vas faire ton histoire, et puis t'as plus qu'à croiser les doigts pour que ton avance soit pas grillée tout de suite, tu vois. Soit tu seras payé à la page. Et par contre, bah, tant que tu as pas fini tes planches, bah, t'es pas payé. Et après, dans tout ça, une fois que t'as les tomes qui sont reliés, ben, t'as les royalties. Donc, tant que t'as pas... Alors, les royalties, pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne, en gros, il faut atteindre un certain palier. Imaginez, c'est comme l'investissement, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez imprimé 10 livres, eh ben, les royalties, elles vont tomber que quand vous avez vendu ces 10 livres, parce que c'est vu comme du bénéfice. Donc, vous n'allez pas toucher de royalties tant que vos 10 livres, ils sont pas vendus. Donc, c'est là le truc, c'est que généralement, ils font « Ah, trop bien, j'ai tant de pourcents de royalties !» Oui, d'accord, mais il faut bien lire le contrat. Il faut bien regarder
à quel moment tu vas les gagner, ces royalties. Il y avait un site d'ailleurs qui aidait pas mal pour ça, de savoir à quel moment tu pouvais, parce que ça fonctionnait aussi pour la bande dessinée, donc à quel moment tu pouvais commencer à gagner tes royalties par rapport au nombre de tomes que tu vendais. Malheureusement, je n'ai plus le site parce que c'était il y a très longtemps, mais c'était assez cool en fait, de se dire c'est à partir de tant de volume en fait que je vais commencer à gagner des sous en plus de ce dont j'ai été payé. Sachant que au passage, attention les gens, si vous voulez faire du manga, on n'accepte pas des tarifs odieux. Hein. Être payé 30 € la page, non, 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 ce n'est pas bien. Je sais que le rêve, les paillettes et tout, mais non, on n'accepte pas 30 € la page. Voilà. Bah ouais, j'imagine, ouais. Je dis ça parce que je connais des gens qui ont accepté à 30 € la page. Donc, putain. Ouais, je sais, ça fait mal. D'accord. Je me souviens plus, il y avait des fourchettes de prix du paiement à la page au Japon, mais j'ai un peu zappé, je me souviens plus. C'est Renaud Le Maire à un moment qui avait dit, il avait fait un post, le post date un peu, mais c'était pour dire que minimum, c'est pas moins, le tome donc, c'est pas moins de 15 000 €. Minimum. Hein. Moins de 15 000 € le tome, c'est pas possible en fait. Si vous faites juste le calcul, si un tome c'est 170 pages, vous faites le calcul, vous allez voir que ça fait déjà pas beaucoup la page, et sachant qu'une page, allez, vous allez pas mettre une page une journée par exemple. Des fois vous allez faire 2 jours. Ouais. Bah regardez combien vous êtes payé la journée. Vous allez voir que ça fait pas beaucoup. Donc moins de 15 000 €, non en fait. C'est vraiment le strict minimum. Hein. Eh ben justement, puisque c'est chaud, on peut parler de ça aussi, sur la façon de fabriquer. J'ai 2 questions en une. Comment, tu fais, et on fait en général dans cette profession-là, pour garder des nuits de 8 heures, quand, comme tu sembles le faire, sans avoir d'assistant pour t'aider sur les décors, sur les aplats, sur la pose de trame, pour tenir le rythme de publication. Et 2, une question qui est un petit peu connexe. Comment tu fais narrativement pour construire une histoire, sachant qu'en fait, tu connais pas trop le nombre de volumes qui va composer ta série. Alors, je pense que c'est une problématique qui se recoupe au Japon aussi. Mais je sais que dans tes premières interviews, quand on te demandait pour Green Mechanic combien de tomes tu allais faire, tu répondais plutôt 3, et puis ensuite 7, et puis de 7 à 10. Et puis maintenant, là, j'ai entendu tout à l'heure de 10 à 20. Déjà, au niveau du rythme journalier, on va dire ça comme ça. Le truc, c'est que, en fait, c'est juste une question d'habitude. Si tu es organisé, parce que en fait, le travail de mangaka, c'est surtout d'être méga organisé en fait, parce que être l'organisation est égale productivité. C'est pas genre si vous sprintez comme des tarés dès le début, c'est pas vous allez pas tenir. Donc en fait, le mieux c'est de savoir exactement comment organiser votre journée. Donc après, quand les gens me demandent par exemple comment ça se passe une journée d'un mangaka, tu vois. Je fais, en fait, c'est pas si intéressant que ça. Hein. C'est genre, tu te lèves, tu vas faire tes trucs, après tu vas dessiner, et puis après, la journée est finie, puis après, le lendemain, tu vas redessiner, etc., jusqu'à ce que tu aies fini ton chapitre, et puis après, tu vas l'envoyer chez ton éditeur. Par contre, au niveau de la narration, c'est vrai que, alors, moi, j'ai eu la chance, dès le début, en fait, j'avais prévu une histoire en 3 tomes, et j'avais fait un récit donc, que j'avais montré à mon éditeur, et mon éditeur, il m'a dit, tu veux vraiment faire une histoire en 3 tomes? Et moi, je lui ai dit, le truc, c'est que j'ai l'impression que le manga français, il se limite à 3 tomes, en fait. Et lui, il m'a dit, mais si ton histoire, elle tient la route, et que ça se vend, on en fait plus. Et donc ça, déjà, ça m'a rassurée, en fait, en me disant, bon, j'ai à peine d'arriver, il me connaît pas, j'ai juste gagné un concours, mais il me fait suffisamment confiance pour penser que il pourrait y avoir plus de tomes, en fait. Il y a possibilité qu'ils mettent la com, parce que c'est aussi méga important, ça. Hein. Si on fait une histoire, mais que l'éditeur, il a pas du tout envie de vendre votre histoire, et donc il fait 0 com, c'est mort, en fait. Vous allez juste faire votre histoire, et puis elle va disparaître, et il n'y aura pas la suite. Donc c'est super important que l'éditeur suive. Et je veux dire, c'est normal, en fait. S'il investit dans un projet, il faut qu'il croie au projet, en fait. Donc voilà. Mais après, tu croises un peu les doigts, en fait. Tu fais ton histoire, généralement, tu te dis, bon, ça va être en 3 tomes. Si t'as envie de raconter plus, tu racontes plus. Puis si, ma foi, t'as pas le temps de raconter plus, tant pis. C'est un peu le coup de poker, tu vois. Après, tu peux toujours laisser, tu sais, mettre un espèce de petit flou, tu vois. Il y en a qui font ça des fois. C'est-à-dire qu'ils vont faire 3 tomes avec une espèce de fin dark. Ah oui, d'accord, ok. Alors, pas dark D-A-R-K, hein, dark D''A-R-K, l'arc. J'ai tué tout le monde, tome 3, je sais plus quoi faire. Donc voilà, cette espèce de petit flottement comme ça, et après, on tâtonne un petit peu la température, et là, après, tu peux dire, ah ouais, ok, je vais continuer. Mais moi, je pars du principe où, normalement, ça, c'est des discussions au préalable que tu dois avoir avec ton éditeur pour dire, voilà, moi, j'ai une histoire, ça va tenir en 10 tomes. Est-ce que le synopsis, pour toi, a l'air d'être suffisamment intéressant pour que tu pousses la promotion dessus?
C'est ça le truc. Et là, après, tu fais tes 10 tomes. Ok. Normalement, l'éditeur, en vrai, il n'y en a pas beaucoup des mangas français. Donc, s'il se lance dedans, pour lui, moi, à mon sens, c'est vraiment. Ouais, il doit croire en son auteur, en fait. Et dire, ok, si l'auteur il veut 10 tomes, dans ce cas, je vais tout faire pour, dès le premier tome, tu balances la max, tu vois. C'est pour ça que Japan Expo, il y a des stands monstrueux à chaque fois pour mettre en avant à fond le premier tome d'un manga, et que souvent, les mangaka, ils vont faire une espèce de tour, tu vois, pour faire toutes les librairies et tout ça, machin, pour bien, pour dire, voilà, regardez, ça c'est le premier tome. Et généralement, faut savoir que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que même si, imaginons, tu fais, là par exemple, je vais sortir le tome 8. Si le tome 8, il fonctionne pas autant que le tome 1, c'est pas ça le plus important, en fait. Le plus important, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait des tomes 1 qui se vendent. C'est ça le plus important quand tu fais une série longue. D'accord. Parce que, voilà, quand tu vends le tome 1, ça veut dire que tu as toujours un nouveau public, et le public se renouvelle. Et ça, pour l'éditeur, c'est un bon indicateur, en fait, pour dire, c'est bon, la série, elle peut continuer. Ouais, d'accord. Ok. Je rebondis sur la question de Audrey 2 dans le chat qui demande comment fonctionne la com d'un manga en Europe. Je rajoute que j'observe un petit peu que depuis quelques années, il y a un peu, pas une confusion, mais un élargissement du taf de mangaka vers celui de chef d'entreprise. C'est peut-être un peu vite dit, mais au moins entrepreneuse de soi, de son œuvre, de sa marque, le développement d'un merchandising, d'une culture de l'image sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu vois ça comme une étape obligée? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, moi, je sais que, par exemple, moi, je fais du merch sur ma série, mais parce que moi, je viens du milieu du fanzina. Donc, j'ai déjà cette culture, en fait, de créer des trucs, tu vois. Je sais pas comment dire ça autrement, mais de créer des trucs. Et j'ai aussi, réseaux sociaux, tout ça. Comme j'ai dit, fanzina, t'es obligé de faire ta promo, t'es obligé de te mettre en avant et tout. Mais c'est vrai que les éditeurs, il y a quand même une partie des choses que moi, j'aurais jamais pu faire à mon échelle, tu vois. Quand Green Mechanic, le tome 1 est sorti, ils avaient fait, c'est pas très écolo pour le coup, hein, mais il y avait des sacs plastiques à l'époque, et il y avait la promo de mon manga, tu vois. Ou bien il y avait la grosse publicité sur les gros écrans là pendant la Japan Expo. Donc moi, j'aurais jamais pu faire ça à mon échelle. Et après, le petit tour des librairies, ça non plus, j'aurais jamais pu le faire. Ouais, moi, j'ai vraiment cette culture de mon côté de me faire aussi la promo à moi, tu vois. Donc je sais pas, je pense que c'est du cas par cas, à mon avis. En fait, il faudrait que je regarde avec des gens qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je sais qu'il y en a certains, des mangaka, qui sont pas du tout dessus, en fait. Ni sur Insta, et c'est rare, hein. Moi, j'en connais qu'un seul. C'est dire, j'en connais qu'un seul qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Et je sais que mon éditeur, par exemple, lui demande pas forcément d'y être ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment peut-être de l'éditeur à éditeur. Donc, du coup, dans son cas perso, la promotion passe entièrement par la confiance de l'éditeur et l'éditeur qui va développer une promotion autour du manga, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Ok. On en a parlé pas mal ces dernières semaines dans Software, notamment avec une étude assez costaud sur les pourcentages assez hallucinants de dépression et de mal-être parmi les auteurs et les autrices de Webtoon, qui se retrouvent assez souvent broyés dans un système de production absolument infernal. Et t'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, comment vous, auteurs et autrices de manga en France et en Suisse, et toi aussi en particulier, comment vous faites pour gérer la santé mentale au-delà des conditions de travail? Est-ce qu'il y a des organismes de soutien, des façons solidaires de travailler sur ces questions-là? Comment vous bossez sur ce sujet qui est absolument déterminant et qui, on sait, traverse les productions japonaises depuis des années? On le fait pas, je pense. C'est très tabou encore, à mon avis. Ouais. Et c'est vrai que même moi, en fait, je le vois de plus en plus qu'il n'y a pas. En fait, le truc, c'est que souvent, quand on parle de la santé, tu vois, on va souvent parler de la santé physique, mais on parle jamais de la santé mentale. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs, ils sont un petit peu dans leur coin et tout ça, machin, et on parle pas de ça, tu vois. C'est pas, tout va bien et tout, machin, vas-y. Alors qu'en vrai, le travail d'un mangaka, tu vois, c'est par exemple, tu as beaucoup de solitude. Bon, moi, tu vois, par exemple, je vis pas tout seul, mais ça n'empêche pas que, tu vois, tu t'es pas entouré de gens quand tu vas faire un travail avec d'autres personnes, tu vois. Tu as beaucoup de solitude, tu dois gérer tout le stress, tu dois gérer les efforts, tu vois, genre type fatigue et tout ça, machin, tout ça, tu dois gérer. Et c'est vrai que, après, tu vois, je sais pas, ça c'est un peu ma théorie à moi, mais est-ce que
soit, tu vois, soit à un moment, c'est bon, ça se débloque un petit peu et on en parle, soit on n'en parlera toujours pas parce qu'on veut pas montrer que nous aussi, tu vois, on n'arrive pas à gérer. Parce que tu vois, on voit chez les Japonais qu'ils galèrent, mais tu vois, peut-être que. Parce que c'est pas facile en fait de dire Eh, moi aussi, c'est la galère et tout ça, machin, physiquement et mentalement. Tu sais, tu veux pas, tu vois ça comme peut-être un petit peu une forme d'échec, tu vois. Ouais. Donc, soit, alors, comme je dis, c'est soit à un moment on se dit, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, j'en parle parce que c'est important, soit on n'en parlera pas. Je sais pas. Je pense que ça sera du cas par cas. Il y en a certains qui vont. Moi, je sais que je commence de plus en plus à en parler, mais je sais que certains ne veulent pas du tout en parler, par exemple, parce que ils voient ça comme une forme entre guillemets d'échec, ce qui est triste parce que ça c'en est pas un. Hein. Après, par contre, d'un point de vue purement professionnel slash être humain, là, par contre, l'éditeur, il doit être là. L'éditeur peut pas t'abandonner en cours de route parce que d'un seul coup, tu fais de la fatigue chronique, tu fais un burn-out ou je sais pas trop quoi, tu vois. Moi, par exemple, mon éditeur, je lui ai dit à un moment, voilà, j'arrive plus à dessiner parce que j'ai des problèmes d'inflammation des nerfs. Bah, il a dit, bah ok. Et donc, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ah, c'est vrai, il t'a soutenu et tout. Je fais, bah, d'un côté, c'est logique en fait, parce que c'est pas de forcer quelqu'un à travailler, c'est pas très. Enfin, humainement parlant, c'est pas cool. Et puis, si on doit se mettre purement dans le côté productivité, bah, c'est pas très rentable en fait de tirer sur l'élastique jusqu'à ce qu'il craque, quoi, en fait. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. Donc, ça, par contre, pour le coup, si vous travaillez dans un. Parce que moi, j'ai vu par exemple des gens qui travaillaient avec plutôt dans le domaine du webtoon, où l'éditeur était pas du tout là. Était pas du tout là, il était absent, la personne était en train d'être complètement déprimée et tout. Bah non, l'éditeur est pas du tout là. Par contre, il attend sagement ses planches. Je fais, mais j'ai dit à personne, j'ai fait, mais c'est pas possible en fait d'avoir un contact pareil en fait. Et il faut savoir que voilà, que vous soyez mangaka ou que vous soyez vous faites de la BD ou du webtoon et tout, le plus important c'est que vous ayez un bon contact avec, bah, techniquement, c'est votre patron, en fait. Et lui, par contre, il doit pouvoir comprendre quand vous allez pas bien et dire, OK, je te laisse du temps. Même si ça va baisser la productivité, machin bidule, c'est important que vous ayez un éditeur à l'écoute. S'il est pas à l'écoute, c'est un gros red flag, déjà. Ça vous dit que, Ouais, ah d'accord. ouais, chaud quand même. Donc là, par contre, autant on n'en parle pas forcément entre nous, autant il faut vraiment en parler avec l'éditeur. Ça, c'est vraiment important. Justement, parce que tu parles beaucoup de la relation avec l'éditeur et ça me permet aussi de faire le lien avec la question de Map dans le chat qui demande si la revendication dont on a entendu parler ces dernières années dans les groupes d'auteurs et les groupes d'autrices de devenir intermittent du spectacle, elle circule toujours, même si le fait que tu sois en Suisse, c'est peut-être encore un cas particulier. Mais du coup, je complète avec une de mes marottes dont je discute assez souvent dans Soft Power. Moi, je m'intéresse pas mal aux questions justement des conditions de travail des travailleurs, des travailleuses culturelles et notamment je m'intéresse pas mal à la question de leur regroupement, que ce soit sous forme de syndicats ou autre. Et est-ce que voilà aujourd'hui est-ce qu'il existe pour les auteurs et les autrices de manga des façons de se regrouper, de travailler ensemble à l'amélioration des conditions de travail, à s'occuper peut-être à l'avenir de santé mentale et peut-être de ces questions d'intermittence de spectacle, de meilleur statut possible pour les auteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que vous en parlez? Ou est-ce qu'il y a encore rien? Il y avait eu il y a quelques années, alors malheureusement je suis désolée, j'ai oublié le nom du groupe. Mais on m'avait contacté justement parce que c'était pour toutes les revendications type dans le milieu de la bande dessinée. Et puis après, il y avait eu C'est difficile pour moi parce que je dois me rappeler de tous les trucs français en fait. Parce que je dis en Suisse, ils s'en foutent. Hein. En Suisse, on s'en fiche de vous, vous n'existez même pas. Donc en France, c'est quoi le rapport? Attends, c'était le rapport Racine qui du coup, je crois qu'avait été à peine calculé, je crois quelque chose comme ça. Donc depuis ce moment-là, comme j'ai dit, moi j'avais signé le petit... On m'avait demandé de participer à ça et du coup j'avais lu alors c'était pas le rapport mais c'était un autre truc juste avant le rapport, mais après ça a disparu et je sais plus maintenant où ça en est actuellement. Donc j'ai l'impression que les personnes qui travaillent dans la BD actuellement sont, c'est genre un peu alors c'est un peu triste de dire ça comme ça, un peu résigné. Ouais. Je sais pas. Je pense que le rapport Racine en fait ça a été le truc que tout le monde attendait et comme ça a été balancé d'un revers de la main à mon avis. Les gens, ils ont fait, tu sais quoi, vas-y. Tu vois, là, il y a pas longtemps, il y a eu. Moi, j'avais vu pas mal de gens quand il y a eu c'était quoi, le site de l'URSSAF qui faisait n'importe quoi ou je sais pas trop quoi. Pareil, je le vois souvent péter un câble, mais finalement, ils sont résignés. Ils font, bah, allez, vas-y, c'est bon, let's go. Donc, tout le monde sait dans le milieu de la bande dessinée que c'est pas un milieu incroyable au niveau
certains, tu vois, genre, quand tu vois certains éditeurs au niveau des droits, ce qu'ils peuvent se permettre de faire avec des contrats tout pourris, ce genre de trucs-là, et ça te prend, je sais pas combien de pognon dans l'année en plus, ouais, c'est hyper compliqué en vrai. Franchement, ouais. C'est triste, hein. Moi, Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on voit, que moi j'ai beaucoup vu ces dernières la semaines. Ligue des auteurs en pro, faisant. voilà, c'était ça le nom. Merci beaucoup, Moteux. Bah, il y a Ligue des auteurs pro, je vois que ça a cité aussi Syndicat des auteurs de bande dessinée, le SNAC, etc. Je vois que ça cite plusieurs syndicats, mais c'est toujours un peu le même problème, quoi. C'est la question de l'adhérence ou pas, de la publicité, de ces choses-là. Et c'est quelque chose, c'est un mouvement plus large qu'on voit de défiance par rapport aux syndicats ou d'ignorance par rapport aux syndicats aussi, de ce qu'ils peuvent faire et qui touche pas que le milieu de la bande dessinée. Ça fait des semaines qu'on en parle. Mais c'est cool d'avoir ton point de vue justement sur ces questions-là. Et d'ailleurs, peut-être rebondir aussi sur ton point de vue particulier, parce que justement, tu es une femme. Alors, ça commence à remonter un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. C'est une étude que j'ai trouvée, qui a été menée par l'ACBD, l'Association des journalistes et critiques de bande dessinée, en 2014. Donc là, ça fait presque 10 ans, qui relevait que seulement un peu plus de 12% des auteurs de BD étaient des femmes. Comment concrètement, toi, tu vis ça dans ta profession ? Comment ça joue sur les représentations, sur la façon dont tu abordes ton travail dans les relations professionnelles en général ? Dis-moi. Alors, moi, je sais que... Oui. Alors, dans le milieu mangaka, des mangaka français, on n'est pas beaucoup de meufs. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, en fait, c'est que moi, en fait, moi, je vois ça comme, il y a des mecs qui sont dans un bar et tout, puis ils discutent tous entre eux, et moi, en fait, je suis la meuf qui va donner un coup dans la porte, et qui va faire, tu vois, un peu comme dans le film de Cusco, de Disney. Donc, en fait, je suis là, genre, je vais pousser la porte et je vais faire « Boom, baby !» En fait, c'est pas qu'on n'est pas beaucoup, c'est qu'en fait, on n'est pas très vocal, en fait, je pense. Alors, certaines oui, hein, mais la grande majorité, moi, j'entends surtout beaucoup des bonhommes. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à, des fois, me glisser un peu, tu vois, dans le truc et puis faire « Bonjour !» Je suis là, tu vois, et pour dire, ouais. Et le pire, c'est que, oui, il y a pas mal de mangaka françaises aussi, mais c'est vrai qu'on nous voit pas beaucoup, justement. C'est un peu frustrant. Donc, moi, après, je me dis, voilà, moi, je veux, quand d'un seul coup, je vois que ça parle du manga français, j'aime bien qu'on parle aussi de moi. Pas moi, ma personne, j'entends, hein, mais de dire, voyez, ou alors, pas forcément moi, avec quelqu'un de, une autre meuf, tu vois, mais dire, oui, voilà, il n'y a pas que des mecs, mais j'aimerais pas que ça soit genre une meuf seulement, tu vois, parce que souvent, c'est ça. T'as 5 mecs cités, t'as une meuf. Ou bien faire, je sais pas moi, un billet avec que des filles mangaka. Ça serait cool en vrai. Mais c'est pas encore fait. Donc voilà. Mais voilà, moi je sais que j'aime bien m'incruster un petit peu pour dire oui, regardez, il y a aussi des meufs. Elles font aussi du shonen. Un peu, tu vois, moi je vois ça justement comme les meufs dans le shonen, tu vois. Elles sont pas beaucoup, mais pourtant elles sont là. Et elles te font des masterclass en matière de manga, tu vois. Genre quand il y a des gens qui font ouais, Full Metal c'est trop bien et tout ça machin, puis je fais mais tu sais que Full Metal c'est une dame, c'est voilà, Hiromu Arakawa en plus, sachant que Hiromu Arakawa c'est vraiment pour moi mon modèle, tu vois, parce que moi au début je savais pas que c'était une femme, quand j'ai su que c'était une femme, je me suis dit oh, mais c'est trop en fait, elle fait exactement voilà. Et tu vois, il y a des fois, il y a des autrices. Bon, il y en a certaines, par exemple, qui ne veulent pas qu'on sache que c'est des femmes aussi. Je peux comprendre aussi totalement, parce qu'en fait, pour s'incruster dans le milieu du manga, pour pas qu'elles aient une image, en fait, où on dit « Ah, c'est une fille, donc elle va faire de la romance, donc du coup, je veux pas lire », bah, elles mettent un pseudo masculin. Et donc, des fois, c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de savoir. Mais voilà, elles sont là. Elles sont là, et vous les voyez pas, c'est pour certaines. Mais voilà, par exemple, moi, je sais que pendant quelqu'un qui était venu en dédicace m'avait dit oh, mais je pensais que vous étiez un homme. Parce que, je sais pas, je fais du shonen, donc du coup, j'ai fait ah bah non. Au niveau représentation, c'est un peu compliqué, mais il faut pas, don't give up, tu vois. On est là et notre but, pareil que pour le manga français, tu vois, est de se démarquer au niveau des Japonais. Là, c'est pareil. En tant que femme, notre but, c'est, tu vois, de dire regardez ce qu'on est capable de faire et tout. Ah d'accord, ok. Ça pousse un peu, tu sens que ça pousse un peu de ce côté-là. Ok. Peut-être une dernière question pour rester avec le statut des auteurs et des autrices. Tu parles un petit peu dans tes anciennes interviews de ta formation. Alors, il me semble que tu es passé par une école spécialisée il y a très longtemps qui t'a permis de bosser un petit peu tes capacités artistiques. Comment on fait aujourd'hui en 2023 pour se former à faire du manga quand il y a une grammaire particulière du manga, voilà, c'est une mise en page, c'est une grammaire de la bande dessinée, un rapport à la narration. Comment on fait pour bosser ça? Parce que je crois qu'il y a une interview où tu parles du fait que tu te formes un petit peu à côté sur la façon de raconter des histoires, etc.
pour le coup, comme je t'ai dit, moi, j'ai du milieu du fanzina. Donc, pour moi, ça aide énormément dans ce milieu-là. Tu vas forcément, au bout d'un moment, peut-être faire de la bande dessinée. Et moi, ça a été un très bon moyen pour moi de pouvoir faire mes armes, on va dire ça comme ça. C'est pas comme avant, tu vois, où c'était compliqué de devoir chercher des références ou ce genre de trucs. Maintenant, je pense que tu peux avoir des très bonnes bases en observant, en analysant ce que tu lis et ce que tu vois aussi au passage, hein, parce que si vous voulez faire du manga, c'est pas juste lisez des mangas, tu vois. Faut regarder. Moi, je sais par exemple que je joue à beaucoup de jeux vidéo, mais je regarde aussi beaucoup de films. J'ai ce besoin d'analyser en fait que ce soit le scénario, les plans, la couleur, ce genre de trucs-là, tu vois. C'est pour ça qu'après, je vais regarder souvent sur YouTube et je vais avoir 300 millions d'essais qui vont m'ont montrer est-ce que j'ai bien compris une œuvre ou pas, tu vois. Donc maintenant, on a une source d'information assez vénère sur Internet. Donc, à mon sens, ça peut être un bon moyen déjà au niveau théorique de comprendre comment est-ce qu'il faut faire une œuvre. Et après, à côté, moi, ce que je peux conseiller, c'est, parce que c'est ce que j'ai fait, moi, à la base, j'avais un webtoon. Donc, pas format webtoon de ce qu'on voit. Non, c'était un webcomic, voilà. Un webcomic. Et en fait, je postais une planche tous les dimanches. Et ça, j'ai fait ça D'accord. pendant 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. En fait, ça me forçait à avoir une organisation dans la semaine, tu vois, et me dire est-ce que je peux tenir le rythme, en fait. Et donc, avec ça, je faisais mon webcomic, et puis à côté, après, je l'imprimais, et après, je le vendais en convention. Et après, du coup, tu as le retour du public, etc. Donc, c'était assez cool. Tu vois, tu as des sites comme Manga Draft et tout ça, où tu peux, par exemple, mettre des planches. T'es pas obligé de tenir 2 ans comme moi, mais rien que si tu réussis à tenir, je sais pas moi, 2 mois. Allez, 2 mois, tu te dis, vas-y. Parce que pour moi, 2 mois, c'est un bon cap, en fait. Parce que 1 mois, tu peux te dire c'est bon, c'est ok, mais 2 mois, déjà, faut quand même un peu tenir, tu vois. Donc, si tu arrives à tenir 2 mois, tu te dis, voilà, je poste une seule planche par semaine. Déjà, tu peux avoir une espèce de petite fierté, tu vois. Mais aussi, ça peut te dire, est-ce que tu arrives à tenir le rythme? Parce que être mangaka, c'est pas juste faire du dessin, c'est pas juste faire du scénar, hein. C'est de pouvoir garder un rythme plus ou moins régulier et savoir si c'est fait pour toi aussi, accessoirement. Et je me rappelle que c'était un youtubeur qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, ça fait depuis combien de temps que tu travailles sur ton manga? Et moi, j'avais dit, bah, ça va bientôt faire 5 ans. Non, ça faisait 4 ans. Et là, il me dit, attends 5 ans. Et normalement, tu verras, ton rythme, il va baisser. Et moi, j'ai fait, mais pas du tout. Mais mon rythme, j'arrive à tenir. C'est incroyable, trop bien et tout. Eh ben, jure qu'au bout de 5 ans, mon rythme, il a commencé à baisser. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un équilibre en fait, qui a commencé à se placer. C'est-à-dire que c'est là où je me suis dit, ok, tout ce que j'ai fait avant, je pensais que c'était mon rythme. Ça l'était pas du tout, en fait. Je faisais que sprinter. Maintenant, là, il faut que je ralentisse. Ce qui fait que là, j'ai eu un gros ralentissement à un moment. Donc, en fait, parce que je suis passée en mode marche. Et là, maintenant, je vais de nouveau. Maintenant, c'est mon taf, tu vois, de rééquilibrer tout ça pour dire, ok, maintenant, il faut que je me mette en mode marathon. Mais ça, c'est compliqué, tu vois. Il faut savoir, connaître ses limites, c'est très compliqué, en vrai. C'est très, très, très. Généralement, tu te rends compte que tu as un rythme de bâtard que quand t'as pris le mur. C'est en tout cas que t'as trébuché, on va dire plutôt ça comme ça. Quand t'as trébuché, quand t'as les premiers retours physiques, ouais. Ouais, c'est là où tu fais ah mince, en fait, bah non, je donnais déjà tout alors que moi je pensais que c'était bon, j'étais en mode tranquille et tout. Non, en fait. Mais ça, c'est ouais, comme j'ai dit, c'est compliqué, tu peux pas le savoir des fois au bout d'un certain temps. C'est pour ça que je vous dis 2 mois. Bon, c'est vrai qu'après, tu es quand même dans une position entre guillemets favorable, même si c'est vraiment facile à dire, où quand tu vois tes premiers signes physiques, toi maintenant, je parle dans ton monde professionnel, quand tu as des signes physiques, tu peux quand même décélérer un petit peu. Alors que par exemple, un mangaka qui va être catapulté dans un magazine de prépublication au Japon, on va lui dire ouais, bah super, bah quand même le chapitre mardi si tu veux, en fait, s'il te plaît, quoi. Donc, alors oui et non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a une mentalité qui fait qu'on va pas freiner. Un peu comme, tu vois, justement, je reviens sur YouTube, mais t'as vu, il y en a pas mal aussi, c'est pareil. Hein. Au bout d'un moment, ils font, j'arrête parce que je suis en burn-out. Mais quand t'es en burn-out, techniquement, c'est que t'as déjà dépassé la limite, en fait. Si déjà t'es en burn-out, c'est que c'est trop tard. Techniquement, c'est que t'as déjà trébuché. Bah, tu sais quoi, là, il y a pas longtemps, je suis tombée sur... alors, je ne suis pas du tout Lena Situation, petit moment, voilà, mais parce que c'est pas mal le parallèle. Je ne suis pas du tout Lena Situation, mais YouTube m'a recommandé sa vidéo. Et donc, en fait, dans cette vidéo, on apprend que, elle est tombée malade parce qu'elle a fait un ulcère dû au stress, au gastrique ulcéré, je sais pas ce que c'est. Bref, quand on arrive à là, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. Ouais, c'est que t'as déjà pas écouté tous les signaux de ton corps. Mais le truc, c'est que tu continues quand même, parce qu'en fait, on a une espèce de mentalité, même si on n'est pas au point des Japonais, on a quand même une mentalité de il faut que je fasse plus, parce que déjà, si tu fais pas plus, tu vas être frustré, parce que toi, tu penses bien faire, en fait. Toi, tu veux montrer
ton histoire. Toi, t'es plein de bonne volonté, tu veux partager des trucs et des machins, mais en fait, tu te fous tellement, tellement la rate en courbouillon, tu vois, parce que tu te donnes à fond que t'arrives pas du tout à capter les signaux de ton corps. Et au moment où ton corps, il fait non, mais stop, en fait, j'en peux plus. En fait, c'est là tu te dis ah, mais ouais, j'ai pas du tout écouté, tu vois. Voilà, moi, à votre place, c'est en fait, techniquement, bien avant tous les signes, il faut déjà faire des efforts. Donc voilà. Ça me semble hyper intéressant. Ok, d'accord. Ok. Écoute, je te propose qu'on rentre un petit peu dans le détail, parce que l'émission a déjà bien avancé. On s'intéresse un petit peu à une application concrète, quoi, pratique de ce dont on parle, qu'on s'intéresse un petit peu à ton manga, Green Mechanic, si tu le veux bien. Et je vous propose les gens qu'on regarde tout d'abord un teaser de Green Mechanic. Ça, c'est merci l'éditeur. Et je vous montre ça. Planète, un désert recouvert d'ordures, dont le seul endroit habitable est une ville géante où cohabitent hommes et robots. C'est dans ce monde que survivent Misha, une orpheline aux dons d'empathie surdéveloppés, et Reborn, son robot morphing qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Pour retrouver son meilleur ami, enlevé 10 ans plus tôt, Misha décide de rejoindre un groupe de guerriers hors pair en échange des services de son robot. Un nouveau duo de science-fiction débarque avec Green Mechanic, une création manga des éditions Ki-hoon. Alors, une petite présentation rapidement, Green Mechanic. Tu m'arrêtes si je me trompe et si je dis n'importe quoi. C'est un manga qui est publié depuis juin 2017 chez Ki-hoon. Un manga qui dépeint une planète recouverte d'ordures dont le seul endroit habitable se trouve être une gigantesque ville, une ville géante où se côtoient des humains, des robots et les mystérieux ersatz, des créatures qui peuvent pour certaines d'entre elles prendre forme humaine. C'est dans un cadre post-apo, cyberpunk, steampunk de temps en temps, fantasy, science-fictionnel, qu'on va suivre les aventures de Misha, une jeune femme dotée d'une extraordinaire capacité d'empathie, et de Reborn, un robot ayant perdu la mémoire et ayant la possibilité de changer d'apparence à la recherche d'un ancien compagnon de Misha dont personne ne sait ce qu'il est devenu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la présentation ? Non, tu fais très bien le résumé de mon histoire que moi je fais pas bien, donc c'est parfait. Ah là là. Alors, je te propose qu'on commence par une question que tu as un petit peu effleurée tout à l'heure sur le marché japonais du manga. Il y a une segmentation encore très forte des lignes éditoriales en fonction des âges et des magazines de prépublication. Ça donne souvent pour les plus gros magazines une batterie de codes qui semble toujours un petit peu indépassable, ou en tout cas qu'il est un peu difficile de subvertir, même si en réalité, il me semble que depuis quelques années, il y a un agrandissement de la part du lectorat féminin dans le Shonen Jump qui commence un petit peu à impacter la narration de ces œuvres-là. Mais pour revenir à Green Mechanic, c'est un petit peu particulier. On suit un duo, ce qui est déjà pas si souvent, dans un cadre qui fait pas mal penser à du shonen, parfois visuellement à du shoujo. Je parle des termes dans leur acceptation plus française que japonaise pour le coup, avec un petit peu plus penser à du shoujo avec ces grandes enluminures de rose sur les cadres. Et je pense aussi un petit peu au costume de Misha qui est un peu à mi-chemin entre un costume de Magical Girl et de gros costumes de celle taille pure souche à la Pacific Rim. Est-ce que la ligne éditoriale, c'est quelque chose que tu as eu, que tu as encore en tête quand tu bosses sur Green Mechanic ? Est-ce que c'est la recommandation de ton éditeur ou est-ce que tu te dis je raconte ce que j'ai envie de raconter puis point barre ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Alors tu sais que tu es le premier à reconnaître le côté Magical Girl. Ouais, d'accord. Oui, parce que généralement les gens ne le relèvent pas alors que c'est totalement la vibes que je voulais donner pendant les transformations. Tu vois, moi je suis une très grosse fan de Sailor Moon, donc forcément. Après, tu vois, comme je disais, moi j'ai Full Metal dans mon cœur et à jamais. Ça se sent peut-être dans mon histoire, mais voilà, moi le côté duo, je trouve ça super intéressant. Après, moi par exemple, je voulais un personnage féminin pour personnage principal. Il y a suffisamment de mecs, je pense je peux mettre une meuf. Et puis après, le truc c'est que moi je suis inspirée de pas mal d'œuvres différentes. J'ai pas genre un truc vraiment spécifique où je vais vraiment m'inspirer à fond. Après, mon style a pas mal changé en plus entre-temps, parce que tu vois, par exemple, j'ai parlé de Inu Asano avec Bunny Poon Poon. Je sais que moi, j'ai commencé à lire assez tard. Et en fait, entre le tome 3 et 4, je crois, c'est là où j'ai découvert Inu Asano. Et ça se sent, en fait, au fur et à mesure que les tomes passent. Et mon style s'est énormément affiné. Pareil, moi, je sais que les décors, j'étais pas mal inspirée par... alors, c'est l'artbook, je crois, de Amer Béton, un des auteurs qui m'a beaucoup inspiré pour le visuel de la ville et tout ça. Donc voilà, moi, mon éditeur, il m'a pas, il m'a laissé carte blanche. Et du coup, j'ai fait je fais ce que je veux.
Tu dis qu'il te laisse carte blanche. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de ligne éditoriale? Est-ce qu'il se dit pas, bah là, peut-être que tu devrais rajouter ça, peut-être que ça manque de décors, de personnages, de je sais pas quoi. T'as quelle relation avec lui aujourd'hui? Alors, moi, je sais que pour le premier chapitre du tome 1, donc ça datait de 2015, je voulais avoir le même rythme que les Japonais. Donc j'ai fait, vas-y, je vais faire mes planches, machin, tout ça. J'envoie à mon éditeur et mon éditeur, il me fait, c'est le seul retour que j'ai eu négatif. Il m'a dit, D'accord. c'est bien, mais ça manque drastiquement de décor. Et Ouais. ça m'a tellement fait, oh non, je suis nulle, j'ai déçu, ah non, que pour le coup, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de redécevoir comme ça. Je veux pas donner un chapitre éclaté parce que, vas-y, il faut que je suive les Japonais ou je sais pas quoi. Donc maintenant, je préfère prendre mon temps et généralement, il est très satisfait, généralement même tout le temps, il est très satisfait du travail que je rends, tu vois. Et je sais qu'au niveau humain, si tu vois, si j'ai un souci ou si j'ai des questions, parce que des fois ça peut arriver aussi, des fois je lui dis, est-ce que là tu trouves que ça fonctionne? Est-ce que là ça fonctionne pas? Machin, etc. Il va me donner son retour à lui, mais il n'y a pas de. Tu vois, alors oui, il y a une ligne éditoriale. Ça, c'est logique, tu vois. Je vais prendre vraiment l'exemple le plus éclaté, mais il n'y a pas de hentai, par exemple. Tu vois, chez Kimi, ils font pas ça. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc tu sais que tu peux pas avoir un manga avec que des scènes de huc tout le long, c'est pas possible. Ce n'est pas la ligne éditoriale, voilà. Je suis quand même relativement libre de ce que je veux faire, mais je dois rester quand même dans leur ligne éditoriale à eux. Mais de toute façon, vu que je suis plus ou moins en entente avec leur ligne éditoriale, pour moi c'est naturel en fait. Et donc, du coup, t'as pas trop l'investissement qu'on retrouve un peu pour certains mangas sur le marché japonais avec l'éditeur qui se pointe et qui fait voir ton chapitre. Ouais, c'est de la merde. Mais on va pas faire comme ça Non. en fait du tout. On va tout changer. Non, du t'as pas tout, ça, toi. du tout. Non, du tout. Moi, j'ai vraiment carte blanche et je suis suffisamment critique avec moi-même, tu vois, pour d'un seul coup, des fois, moi-même m'auto-corriger. Je veux dire, non, là, ça fonctionne pas, là, machin, tout ça. Moi, je sais qu'à un moment, on m'avait. Alors, c'était au tout début, bien avant que je commence, il y avait une table, en fait, avec tous les membres de chez Kiun. À un moment, on m'avait demandé si je tenais à mettre un personnage féminin pour des raisons féministes ou je sais pas trop quoi. Et moi, j'avais juste répondu à Lara, j'ai fait non, c'est parce que je veux mettre une meuf, c'est tout. Et tu vois, ils voulaient quand même savoir. En fait, c'était des petites questions qui étaient posées comme ça, en disant, est-ce que ça, tu veux faire ça comme ça? Est-ce que tu veux faire ça comme ci? Mais c'était pas, est-ce que tu veux faire ça comme ça parce que nous, on n'aime pas, tu vois. Mais j'ai jamais eu de, il faut que tu corriges ça, c'est pas intéressant, ça, voilà. Ouais, d'accord. T'es assez libre sur ta production, quoi. Ouais. Donc, spoiler, il y aura pas de perso à poil pour aucune raison. Je le dis tout de suite. Dans le dernier tome, le baroud d'honneur. Oh non! Il y a quelque chose d'un peu d'assez intéressant dans les premiers chapitres, presque même les premiers tomes de Green Mechanic, c'est la masse d'informations qu'on a au tout début. C'est très dense, il y a des informations sur le monde environnant, sur les personnages, sur le système dans lequel ils évoluent. Et c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve habituellement plutôt dans des premiers chapitres de mangas publiés dans des magazines de prépublication qui doivent très vite installer leur univers pour convaincre l'audience et espérer éviter l'annulation. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais en tête quand tu as construit ces premiers chapitres? Alors oui, parce que en fait, ouais, ok. Après, tu sais, t'as toujours un peu peur au début, parce que tu te dis il faut absolument que je mette tout, tu vois, parce que sinon, comment je vais faire pour que le public il s'intéresse à mon histoire, tu vois. Je pense que c'est un raisonnement un peu logique, et donc là vient le piège de Après, tu vois, si je devais faire les choses maintenant, je les ferais complètement différemment, tu vois. Enfin, pas complètement, mais il y aurait certains trucs que je ferais différemment. Mais c'est normal, avant, voilà, j'étais toute jeune. et du coup, ouais, c'est un peu le piège, tu vois. C'est au début, tu veux balancer toutes tes informations parce que tu te dis, voilà, il faut absolument capter le public et tout, alors que, après, tu vois, tu peux un peu avoir le piège d'avoir trop d'infos. Donc, c'est très compliqué, en fait, de juger la quantité d'informations que tu dois mettre sur un tome 1 quand tu débutes, en fait. Je te propose d'enchaîner rapidement des petites questions techniques sur Gun Mechanic. Je trouve qu'il y a, c'est un truc que j'ai observé, il y a quand même pas mal de, enfin pas mal, non, il y a du fan service dans Green Mechanic. Il y a les formes de certains personnages féminins qui sont pas mal mises en valeur. Est-ce que ça, c'est un peu un passage obligé quand on fait ce type d'œuvre? Est-ce que c'est des influences à toi ou juste tu kiffes le faire? Ou est-ce que c'est une demande d'éditeur ou je sais pas? Non, c'est pas mon éditeur qui m'a demandé de mettre du... Après, ça va, le fan service, il est gentil encore chez moi. Non, ça va. Mais non, c'est parce que moi, je voulais... la phrase va être super nulle quand je dis comme ça, mais tu sais, t'as le bon et t'as le mauvais fan service.
D'accord. Non, plus précisément, tu sais, t'as vraiment, pour moi, le fan service vraiment, tu sais, un peu malsain, tu vois. Celui vraiment, tu sais, pour les mecs, tu vois. Genre ceux où t'auras des plans culottes et ce genre de trucs-là que je trouve. Ah oui, Ouais. il y a des gens qui ont reconnu la ref avec le bon et le mauvais, hein. Moi, quand j'ai fait. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a une scène à la fin du tome 1 où on voit l'héroïne, donc Misha, qui se prend Elle essaye de retirer son t-shirt, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est coincée dedans. Et puis forcément, bah, on voit son soutif et tout. C'est juste parce que j'avais envie, en fait. Tu vois, elle est belle. Moi, j'ai envie qu'on puisse. D'ailleurs, c'est le personnage de Misha, en fait, a un physique très quelconque, mais elle a des gros seins. Et plus les tomes avancent, et plus elle commence à avoir aussi des grosses cuisses. Parce qu'en fait, je trouve ça trop cool, en fait, de pouvoir mettre aussi les corps féminins en avant, sans pour D'accord, ok. autant avoir des angles de vue. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, le fan service, c'est une question aussi d'angle de vue, tu vois. Si tu mets un personnage féminin en sous-vêtements, c'est juste un personnage féminin en sous-vêtements. Si tu le filmes de face, bah, c'est juste une meuf de face en sous-vêtements. Par contre, si tu mets la caméra juste sous ses fesses, comme un gros pervers qui va filmer, tu vois, les culottes des écolières, je sais pas quoi, là c'est un problème. Parce qu'il y a un délire voyeurisme un peu, tu sais, genre complètement tordu. Et là, ça commence à me mettre mal à l'aise, tu vois. Parce que là, je me dis, ah ouais, ok, en fait, on est vraiment sur un délire où on n'est pas devant un personnage qui est juste en sous-vêtements ou je sais pas trop quoi. Non, on est vraiment sous un délire de on va regarder ces parties, voilà. Et ça, j'aime beaucoup moins, tu vois. Moi, je trouve ça Ouais, intéressant, d'accord. tu vois, la poitrine, les fesses, les cuisses, je sais pas. Et ça, c'est valable aussi pour les mecs, hein. Ce que je viens de citer, c'est pareil pour les mecs. Mais voilà, je me suis dit, je veux pas non plus cacher son corps, tu vois. Parce D'accord. qu'elle est belle. Une autre question technique, peut-être, c'est que toi, tu as plutôt tendance à utiliser des aplats de gris plutôt que des trames pour ton habillage de manga. Est-ce que c'est un choix pratique, esthétique? Est-ce que c'est lié l'impression? Je sais pas du tout comment tu te positionnes là-dessus. Alors, en fait, c'est parce que quand je faisais du fanzinage, je mettais de la trame. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait imprimer mon bouquin et la trame a fait ce qu'on appelle du moire. Donc, le moirage, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand d'un seul coup, vous allez avoir. Allez, vite fait, c'est comme si vous avez un quadrillage par-dessus un autre quadrillage. Voyez? Et en fait, quand les deux Ah ouais. quadrillages se collent l'un sur l'autre, eh ben, ça fait des grosses plaques noires bizarres. Et ça, vous allez avoir peut-être tous les millimètres ou ce genre de trucs-là. Et c'est très, très moche. Donc, ça m'avait un peu traumatisée. Donc, je me suis dit, il est hors de question que je fasse ça sur mon manga. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur des teintes de gris. Et c'est rigolo parce qu'après, bah, les gens, ils me demandaient, mais comment tu fais du coup, c'est comme si c'était de la peinture et tout. Je suis là, mais c'est juste des aplats de gris en fait. Oh, mais c'est incroyable et tout ça. Je fais, ah non, mais si vous saviez qu'en fait, c'est juste pour des raisons techniques, parce que je sais pas utiliser la trame, c'est juste pour ça, hein. J'aurais pas d'accord. dû me dire Ok. ça. Comme ça, les gens, ils auraient cru que c'était une intention artistique de je sais pas quoi. C'est clippé. Oh non. Et peut-être juste une condition technique pour savoir comment tu travailles aussi sur tes chapitres et même sur tes futurs tomes. Comment tu fais aujourd'hui en 2023? C'est le 7e tome est sorti de mémoire en juillet 2022, je crois. Oui. C'est ça, je crois. Donc là, tu travailles sur le 8e tome, donc ça fait déjà pas mal de chapitres au compteur. Comment tu continues à créer, à imaginer, à inventer la suite de l'univers? Comment tu cherches l'inspiration? Comment tu la trouves? Comment tu travailles? Comment tu travailles, par exemple, à l'élaboration, pour être plus concret, de nouveaux décors, au développement de la psyché de tes personnages? Comment tu bosses un peu là-dessus? Alors, pour le coup, comme je disais, je regarde beaucoup de séries et de films, donc je sais que ça a tendance à pas mal m'inspirer. Moi, des fois, je retourne en arrière, en fait, parce que je me dis, des fois, pour un scénario d'un tome, je peux avoir plusieurs versions, tu vois, et même en cours de route, donc des fois, ça peut arriver que une version que j'ai passée à mon éditeur, finalement, elle est plus du tout valable quand je vais arriver peut-être à la moitié du tome, parce que je vais dire, finalement, c'est quoi, il y a peut-être trop d'infos, ou bien, finalement, le rythme, ça va pas, ce genre de truc-là, ou bien, mais en fait, j'ai une bonne idée que je peux glisser comme ça vite fait, mais il n'y a pas non plus des gros changements drastiques, genre, je vais pas d'un seul coup aller complètement à l'opposé d'une idée que j'ai eue, parce que sinon, après, ça devient le bordel, et puis du coup, t'arrives plus à t'en sortir, tu vois. Après, il faut gérer toutes les informations, tu vois, pas non plus t'emballer, de prendre toutes les idées que tu as, parce que ça peut être le piège aussi. Ouais, tu reviens beaucoup à cette idée il faut s'organiser soi-même aussi, parce qu'il y a pas forcément les structures aussi pour aider aujourd'hui. Et du coup, c'est beaucoup d'organisation, d'auto-organisation, d'auto-limitation aussi, de chemin à trouver soi-même, quoi. Mais ça, tout ça, c'est des fois, tu peux juste t'en rendre compte avec le temps et le professionnalisme. Ouais. C'est comme tout, au début, tu vas partir dans tous les sens, et puis tu vas faire, ouais, je vais faire ça, puis après, avec le temps, bah, tu commences à comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas.
Donc ça, c'est normal. C'est pas que l'organisation, après, c'est juste le professionnalisme. Je change un peu de sujet. On se dirige vers la fin, mais dans une interview donnée au magazine Au Figaro en 2018, il y a Antoine Doll, donc l'auteur du... Ouais. Je me rappelle en plus, je crois que c'était un des journalistes, il m'avait dit, alors je sais, c'est nous de chez Le Figaro, mais là, promis, on arrive juste, c'est pour une petite interview. Je crois que c'était un truc comme ça, et parce que j'avais rigolé, j'avais fait, ah ben d'accord. Il dit, ouais, non, mais là, on veut juste poser des questions. Il y a un petit peu de ça. Et donc, Antoine Doll, l'auteur de For Life, qui soulignait dans cette interview, on a une légitimité culturelle à rendre ce que le manga nous a donné. Alors moi, je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire, mais la question c'est, est-ce que toi, tu ressens un petit peu ça en te disant, moi j'ai lu des mangas, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Est-ce que quand tu fais du green mécanique, tu te dis voilà, je rends au manga, je rends à la matière ce que ça m'a donné, ou c'est pas du tout un rapport que tu entretiens? Ouais, ça fait bizarre parce que du coup, je me dis si culturellement on parlait, parce que voilà, moi je suis de l'époque Club Dorothée, hein, donc j'aurais jamais connu les mangas sans le Club Do. Mais bon, c'est encore un peu bizarre parce que nous, les mangas du Club Do, on les a pas connus dans le vrai format original. Hein. Donc si on doit être... je suis pas convaincue que les Chevaliers du Zodiaque, tu vois, si t'es inspiré par les Chevaliers du Zodiaque et que tu veux rendre honneur à Senseiya, c'est un peu... bon. Mais oui, bon, pourquoi pas. Mais après, bon, c'est pas du tout dans mon optique à moi. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas la prétention de faire... en fait... tu peux rendre... tu peux faire des clins d'œil, tu vois. Tu peux dire, voilà, comme je dis, rien que de dire... moi, j'ai énormément de respect pour celle qui fait Full Metal et pour son œuvre également. Je pense que c'est déjà suffisant, tu vois. Moi, si d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui venait vers moi puis qui dit bonjour, en fait, ton manga, ça m'a inspiré, moi, à faire un manga. Et je crois que d'ailleurs, on me l'a déjà dit. Enfin, peut-être pas forcément faire un manga, mais ça m'inspire. Rien que déjà ça me fait plaisir, tu vois. Alors que la personne, elle a pas forcément dans l'idée de se dire, ah, vas-y, je vais forcément lui rendre, voilà. C'est un peu bizarre la phrase, mais bon, pourquoi pas. Je la comprends quand même pas trop. Le raisonnement est un peu... Allez, la dernière question, la question finale, peut-être la plus importante de toute la discussion. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un niveau qui déboîte comme ça? Ah, j'ai un niveau qui déboîte, moi? Ouais, quand même, c'est hyper propre. Ouais, c'est hyper propre. Merci, c'est gentil. Bah, le truc, c'est que moi, je pars du principe où il faut toujours évoluer. Donc même encore maintenant, tu vois, pour moi, j'ai encore tellement à apprendre. C'est comme les gens ils me disent, bah, comment on fait pour dessiner? En fait, ça se fait tellement naturellement. Si t'as la passion, tu vois, si t'as la passion, forcément, en fait, tu vas vouloir progresser et forcément, tu vas progresser parce que voilà. C'est juste qu'il faut pas abandonner trop vite. C'est ça que je veux dire. Tu vois, si par exemple t'as une mauvaise critique ou si t'écoutes la petite voix dans ta tête qui te dit que ce que tu fais c'est nul, faut pas trop l'écouter, tu vois. Tu peux pas la faire taire parce que ça c'est pas possible, elle sera toujours là, mais tu peux la calmer un peu, tu vois. Donc voilà. Mais merci pour le style qui déboîte, ça fait très plaisir. Eh bien, écoute, je te remercie. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'on aurait pu parler, mais on n'a plus trop le temps. On aurait pu parler des adaptations animées. On fera peut-être un acte 2 une prochaine fois. Les gens, je vous ai proposé de prendre quelques questions. C'est vrai que j'en ai pris quelques-unes, mais on va pas avoir beaucoup de temps. Très, très rapidement, peut-être. Une question de Don Mescalito. Pourquoi est-ce que vous avez gardé le sens de lecture? Vous, c'est au sens large, mais pourquoi vous avez gardé le sens de lecture de droite à gauche? Alors, je sais que c'est pas le cas de tous les auteurs, mais... Ok, en tout cas, pour moi, ça s'est fait naturellement. Ce qui fait que maintenant, j'ai une déformation professionnelle à tout lire à l'envers. Mais... je sais que certains, des fois ça dépend, tu sais, parce que chez un éditeur, ouais, ça peut dépendre, c'est du format, par exemple, parce que des fois il y a un format, ça fait plus BD, donc du coup ils vont mettre plutôt dans un style lecture francophone, puis des fois quand ça fait très manga, du coup ils mettent en manga. Donc je pense que là c'est plus, on est plus sur une demande éditoriale et une ligne éditoriale plutôt que forcément une demande de l'auteur, parce que moi par exemple j'ai pas eu à demander en fait. On m'a juste dit bon voilà, tu fais comme ça, puis je me suis dit oui forcément ça va être de droite à gauche, donc voilà. Une réflexion de Moteux, mais peut-être que ça te parlera. Moteux, je crois, si je dis pas de bêtises, Moteux, que tu travailles dans la BD, mais peut-être que je vais dire des bêtises. Qui dit, je suis très pessimiste pour l'avenir du manga en France et en Suisse, du manga francophone pour le coup, à cause des éditeurs qui encouragent quand même pas mal le mimétisme des œuvres japonaises, mais ça, tu vas me dire si toi, t'es d'accord ou pas. Et ce qui empêche justement de leur donner peut-être je sais pas, une spécificité française, une spécificité suisse. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On en a déjà un petit peu discuté, donc assez rapidement. En fait, je pense que c'est une question de point de vue, en fait, parce que c'est vrai que soit tu vois le truc et tu te dis ouais, on va vraiment aller dans un espèce de manga français doomed où on va avoir que des trucs shonen, machin, tout ça, ou alors
le marché évolue. Et en fait, au bout d'un moment, les choses vont évoluer aussi parce que si, imaginons, c'est plus le shonen qui va être le truc le plus à la mode et puis qu'il y aura d'autres trucs, ou alors une forme de shonen un peu différente. J'en veux pour preuve, genre l'Isekai qui avait quasiment pas de succès avant et maintenant on nous casse les couilles avec. Ouais. Donc pourquoi pas, au bout d'un moment, que les choses évoluent. Moi, je préfère voir de manière positive, en fait, de me dire les choses vont forcément évoluer parce que on le voit, que ce soit dans l'animation aussi, où on est resté pendant des années avec un style en 3D très Disney-like, et enfin, Dieu merci, maintenant, on commence à avoir des films comme Spider-Man ou le chapeauté, où il y a vraiment une autre esthétique, et bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir, en fait, de voir ça. Donc c'est pour ça que je veux y croire, en fait, de me dire, il y a un moment, les choses vont évoluer en bien, tu vois. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Voilà, moi, je pense que c'est pas mal. Je propose qu'on s'arrête sur ces bons mots pour aujourd'hui. Donc, les gens, c'est la fin de ce troisième numéro de Soft Power Rencontre. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de la discussion comme Lapin qui vient d'arriver dans le chat 2 heures après tout le monde, vous pouvez évidemment retrouver l'émission d'aujourd'hui en podcast un petit peu partout sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD, dans une grosse semaine, peut-être un petit peu plus, vraisemblablement. Tous les liens sont dans le chat ou en description des VOD et des podcasts, évidemment. Et comme d'habitude, si ce format vous a plu, je vous invite à suivre l'excellent travail de Yamishin, dont tous les réseaux seront évidemment ajoutés à la description ou sont dans le chat maintenant si je fais ce petit copier-coller. Hop, ni vu ni connu, voilà. Et évidemment, d'acheter les volumes de Green Mechanic que vous pouvez trouver un petit peu partout. Et s'il vous reste quelques pesetas, je vous invite à soutenir l'émission en faisant un don sur ma page Patreon, dont le lien est également en description, en vous abonnant à la chaîne Twitch. Vous êtes habitués. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi, mettre des pouces bleus, des évaluations positives, etc. Yamishin, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était hyper intéressant. Il y avait plein de trucs. C'était cool. Écoute, je te propose que tu reviennes pour fêter le tome 27 de Green Mechanic. Parfait. Trop bien. Génial. Comme ça, c'est pile la bascule où tu dépasseras Full Metal. Jusqu'au bas du sol. Des cernes et des rides jusqu'au bas du sol. Parfait. Génial. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc? Je sais pas. Est-ce que tu as là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une actualité, quelque chose dont tu voudrais parler? Non, à part juste lisez Green Mechanic, soutenez le manga, le mien, c'est trop bien. Lisez Green Mechanic, les gens, puis évidemment, soutenez à chaque fois que vous achetez du Green Mechanic, ça permet de continuer la production et tout, donc soutenez les gens. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis bye le chat, bon courage. merci beaucoup. Ciao. Allez, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents et présentes aujourd'hui pour ce nouveau format, ce nouveau numéro de Soft Power Rencontre, et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi 10h pour la matinale pop culture, et dans 2 semaines pour un nouveau Soft Power Rencontre, midi 14h. Faut que je m'habitue à ces nouveaux horaires. Allez, ciao.